One, two, three, viva Saiki. Ah ouais, d'accord. Non, mais ça, c'est... Non, bon. Bonjour Internet, ici Mimi Hegel, de retour comme chaque semaine dans vos oreilles pour vous parler de Shogun, une des meilleures séries de ce printemps 2024. Et je suis comme d'habitude accompagnée de mon cher et tendre, de mon partner in crime, de mon expert du Japon féodal, j'ai nommé Valentin Sebo, alias Nodus. Bonjour Nodus. Bonjour. Je tiens à m'excuser, voilà. Avant tout, je suis un petit peu enrhumé pour ce podcast, donc moi j'ai plein de mouchoirs usalés sur ma table, mais que vous ne voyez pas puisque vous êtes en audio. Donc je vais juste vous dire Watashi wakaze ohiteiru, qui veut dire je suis enrhumé, désolé. Est-ce que tu as noté comment on dit à tes souhaits? J'ai noté beaucoup de choses pour cet épisode. Il m'a prévenu que peut-être, parce que juste avant, voilà, petite coulisse, juste avant de lancer l'enregistrement, je lui ai dit merci beaucoup de faire ce podcast avec moi toutes les semaines. Et il m'a dit attends la fin de l'épisode avant de me remercier. Il est possible que je change d'avis. Ouais, on verra. Bah, j'espère que voilà, ces heures de préparation n'étaient pas vaines. Tout à fait. Des heures et des heures de préparation. Déjà, rien que pour retenir les prénoms. Voilà, mais on aura l'occasion d'en reparler. Comment ça va? Quelles sont les nouvelles? Écoute, ça va. On sort cet épisode un jeudi et non un mercredi car nous étions en vadrouille dans la belle ville de Lyon pour voir ma famille, ce qui était délicieux. Mais ravi d'être revenu à la maison et surtout de revenir dans Shogun et ce Japon de l'ère Edo qui me plaît tant. Au cas où vous débarquez, merci beaucoup car vous êtes de plus en plus nombreuses à écouter nombreuses à écouter ce podcast et à en parler autour de vous. N'hésitez pas à en faire la pub si jamais vous nous rejoignez et que vous ne savez pas c'est quoi les bails. Moi je suis donc Mimi Hegel, je suis créatrice de contenu indépendante sur internet et je parle notamment beaucoup de grosses séries télé, de nerds avec budget parce que j'aime bien ça. Vous m'avez peut-être découverte avec mes multiples contenus sur House of the Dragon ou sur The Last of Us ou sur Succession ou sur The Crown et mon obsession du moment avant le retour de House of the Dragon, c'est donc Shogun. Nodus, qui es-tu en plus d'être la personne délicieuse qui partage ma vie et ce podcast? Je suis journaliste, voilà, comme je le dis à chaque fois, expert en Japon féodal depuis le lancement de cette série. Tu sais, je suis un peu comme les experts Twitter, dès qu'il y a un truc, dès qu'il se passe un truc, ils deviennent soudainement experts en géopolitique. Ouais. Moi, je suis ça, mais avec le Japon féodal. Maintenant, c'est genre, j'arrive sous tous les tweets et je dis, alors en fait, on disait plutôt comme ça, plutôt que comme ça. Non, voilà. Sinon, je suis journaliste. Pas tant d'actu depuis la semaine dernière, puisque je travaille sur des choses dont je ne peux pas trop parler pour l'instant. Tout à fait. Donc voilà, mais sinon, ça va très bien en dehors du rhume. De mon côté, j'ai plein d'actu, donc je vais vous les faire un peu rapido, mais bien sûr, tous les liens seront dans la description. La première, c'est que, comme d'habitude, chaque lundi, vous pouvez me retrouver en podcast et sur YouTube dans le Fab et Mimi Show, un talk show où on parle à cœur ouvert avec Fabrice Florent, ancien patron de moi-même et désormais l'un de mes meilleurs amis. Et tous les mardis, vous pouvez me retrouver en podcast dans BFF, qui est le replay d'une émission Twitch qu'on co-anime avec Marie Kigai, personne de talent. Le thème du mois, c'est la santé mentale. Et cette semaine, c'est l'épisode libido, puisqu'on parle de libido, anxiété, dépression. Voilà, comment la santé mentale influe sur notre vie sexuelle. On parlera de vie sexuelle surprenante, peut-être, dans ce débrief. Le cul, ainsi que les petites cordes autour du cou. Ça, c'est les rendez-vous habituels. Lundi, Fab et Mimi Show. Mardi, BFF en podcast. Et à part ça, vous pouvez retrouver sur mon Patreon la deuxième édition du Book Club que j'anime avec Kalindi Rampfel, dans lequel chaque mois on se fait découvrir un livre. Ce mois-ci, on parle de Où vivaient les gens heureux de Joyce Maynard, le livre qui m'a fait le plus sangloter de ma putain de vie, mais que je recommande également à tout le monde. Et pour les amoureux et amoureuses des séries télé qui écoutent ce podcast, bonne nouvelle, puisque ce vendredi, du coup, 5 avril au soir, et ce sera ensuite dispo en podcast, on se retrouve en live sur ma chaîne Twitch MYMYHGL pour faire un débrief de toute la saison 1 du Problème à 3 corps, la série de science-fiction par les créateurs de Game of Thrones, qui est sur Netflix, et ce sera en compagnie du seul, de l'unique, de l'inénarrable, de l'irremplaçable Fibre Tigre, car il comprend les maths même quand il y a des lettres dedans. Alors que moi j'ai arrêté de comprendre quand on a enlevé les chiffres et qu'on a mis des lettres grecques. C'est une très bonne façon de résumer. Il comprend les maths même quand il y a des lettres dedans. C'est vraiment... Il aime les maths même quand il y a des lettres dedans, alors que moi ça me fait peur au bout d'un moment. Je pense que j'ai abandonné les maths dès qu'on a commencé à mettre des lettres, c'est vrai. Alors, parce qu'il y a différentes étapes. D'abord on met les lettres de l'alphabet latin. Et après ils ont commencé à mettre des lettres grecques et tout. Et là, des filles et des machins comme ça, t'es là. Moi j'ai déjà fait non. Donc j'ai pas l'alphabet quoi. Pour moi, il y a des enfants et la pluie, hein. Comme d'habitude, vous allez avoir des petits bruits d'enfants derrière. Mais ouais, non. Dès qu'on met des symboles dans une équation
des symboles pour lesquels il faut faire Alt plus quelque chose pour le faire sur un clavier, non, c'est non. Voilà, mais pour parler de tout ce qui est replier des photons sur eux-mêmes et le front diffus cosmologique, bien sûr, dont je suis moi-même experte comme tu es expert du Japon féodal, ce sera donc ce vendredi sur ma chaîne Twitch. On va partir bien loin de ces considérations quantiques et astrales, puisqu'on va se remettre un petit peu le cul dans la boue du village d'Ajiro avec cet épisode 7 de Shogun. Comme d'habitude, petit avis sans spoiler, et ensuite on vous fera tout le déroulé de l'épisode en vous racontant tout ce qui s'est passé dans les 6 épisodes précédents et le 7e. Et pour rappel, moi j'ai lu le livre, mais je ne vous spoilerai pas ce qui va se passer par la suite. Et de toute façon, je commence à me dire que je pourrais difficilement le faire, puisqu'on en parlera, mais on commence à diverger sérieusement du bouquin, avec des décisions d'ampleur qui me permettent à moi-même d'être surprise, ce qui est toujours double effet qui se... Petit avis sans spoiler du coup pour commencer. Nodus, qu'as-tu pensé de cet épisode 7 qui nous rapproche encore de la fin de Shogun, puisqu'il ne nous reste que 3 épisodes à voir pour clore cette saison et cet arc et cette intrigue. Mais moi j'ai marqué sur mon conducteur, parce que j'ai un conducteur, pour l'instant il fait 5 pages, donc je tiens à dire que les gens qui disent que je prépare pas ce podcast, bah déjà vous êtes des menteurs. Mon conducteur fait 1 page de cahier, donc vraiment il travaille plus que moi. Et j'ai marqué effectivement en gros caractère, bientôt la fin, en vrai ça passe trop vite. Et je suis d'accord, effectivement ça passe trop vite, mais aussi, alors j'ai préféré cet épisode à l'épisode d'avant, puisque je trouve moins épisode de transition. Là il se passe des trucs, et ah oui, il se passe des trucs du côté de Toranaga, il se passe des trucs du côté de la relation Anjin-Mariko, et aussi de Buntaro, on va le voir. Mais je trouve que ouais, il se passe beaucoup plus de choses que dans l'épisode d'avant. J'ai un petit peu moins le temps de m'ennuyer, même si je me suis pas vraiment ennuyé à l'épisode précédent, mais là celui-ci j'étais encore plus dedans. Mais par contre, on aura l'occasion d'en reparler dans la vie avec spoiler. Je trouve qu'ils prennent leur temps. Je sais pas où on va, mais on est lent à y aller. Il nous reste 3 épisodes, le 8, 9, 10, et faut commencer à se taper à un moment là. Enfin, vraiment désolé, mais enfin, c'est cool de faire des trucs et d'aller chasser des faisans et tout machin, mais à un moment donné, vous avez tous des sabres. Commencez à vous mettre un peu sur la gueule, quoi. C'est ça qu'on veut. Bah, il commence finalement petit à petit. Mais oui, dans l'épisode, dans notre premier débrief, on parlait du côté, on est un peu dans le calme avant la tempête et on est à l'orée d'une guerre. Et c'est vrai qu'on est à l'épisode 8, enfin 8 Ouais. bientôt, et que c'est toujours pas la guerre ouverte, mais toutes les options pour éviter la guerre commencent à s'épuiser. Et pour moi, j'aime bien ce côté épée de Damoclès de oui, à un moment il faut aller se taper, mais c'est d'ailleurs un des thèmes de cet épisode. C'est pas une bonne chose la guerre en fait. Enfin, Ah oui, il y a non, que mais les oui. gens qui n'ont jamais vécu de bataille qui en rêvent. Oui. Et je comprends que tous ces lords japonais qui ont l'habitude du champ de bataille préfèrent éviter s'ils peuvent, car c'est assez dégueulasse. Bah, c'est nul, la globalement. guerre. C'est Ouais. nul, c'est nul. On meurt et tout machin. Déjà qu'on meurt pour rien. Dans cette époque, Oui, on meurt c'est- parce qu'on a décroché un faisan. Bon, alors qu'il puait pour tout le monde. Je peux comprendre qu'ils soient pas pressés d'y aller, mais quand ils vont y aller, je pense que ça va être satisfaisant. Mais donc ouais, voilà un petit peu mon avis sur cet épisode-là. J'étais intrigué par le titre, donc ça on peut le dire, c'est pas vraiment du spoil. L'épisode s'appelle en anglais A Stick of Time, ou en français Le temps d'un bâton dansant. Et pas un bâton qui danse, un bâton dansant, l'encens qui sent bon. J'imagine un bâton qui danse comme les trucs gonflables Oui. devant les stations-service là. Ce serait une ambiance bizarre quand même dans Shogun, genre. Ce serait un peu moins solennel du coup. Ouais. Pardon, où est-ce que j'allais avec ça? Il s'intitule Oui, tout à fait. Le temps d'un bâton dansant. Et je trouve que ça a son importance non seulement dans le déroulé de l'épisode, mais ce qui se passe pendant ce fameux bâton dansant. Voilà, donc voilà un petit peu ce que j'en ai pensé moi. J'ai trop hâte qu'on passe à la vie avec spoiler en fait. J'ai trop hâte. J'arrive. T'inquiète, ça va aller vite. Moi, c'est pour l'instant mon épisode préféré. Mais non, parce que c'est l'épisode le plus Game of Thrones de tous. C'est-à-dire oui, que oui, c'est des gens qui parlent dans des pièces et qui parlent de géopolitique. Et où on sent que leur relation interpersonnelle, évidemment, joue un rôle dans les décisions que ces personnes prennent. Et alors, j'évoquais dans l'épisode précédent, qui était quand même pas mal centré sur la romance interdite Mariko Blackthorn, puisqu'il y avait toute la scène dans la maison de thé, donc le quartier des Tout à fait. plaisirs, où est-ce qu'ils vont ou pas céder à la tentation et tout. Et comme je le disais, moi, la romance Mariko Blackthorn, je m'en fous un peu. Donc là, dans cet épisode, on en parle assez peu. C'est pas l'urgence. L'urgence, c'est bon, on peut peut-être mettre globalement tous nos problèmes de côté et se concentrer sur ne pas mourir. Et du coup, c'est de la politique. Et moi, j'aime bien quand c'est de la politique. mais Donc, toi tu pourrais. le drama. On disait ça dans l'épisode d'avant, mais tu préfères toujours les maisons aux dragons. Et là, effectivement, alors, mais c'est vrai que le ratio dragon-maison sur cet épisode est bien. On pourrait, genre, pour chaque épisode de Shogun, faire un ratio dragon-maison sur l'échelle de la dragonnerie.
Et là, je trouve que c'est quand même assez bien. Mais ouais. Désolé, mais il y a un certain casque qu'on voit tôt dans l'épisode. On va en parler. Un dragon. On va en parler. Lui, il compte comme un dragon, juste ce couvre-chef. Non, mais abusé ce chapeau. Bref. Alright, bon écoute, passons au débrief avec spoiler, puisque si vous avez cliqué sur un podcast qui s'appelle Shogun Mais je me épisode demande, 7 hein, débrief, franchement. c'est bien que vous êtes ok avec le fait qu'on vous en parle. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens, parce que moi je me demande, là tu vois ça fait 10 minutes de podcast, tu penses qu'il y a des gens, ils cliquent juste, ils sont là, ah cool c'est Mimi et Val, ah on va écouter la vie sans spoiler, et après ils arrêtent. Mais il y a même des gens qui écoutent tout alors qu'ils regardent pas Shogun. Donc tu sais, moi je suis perplexe Mais non, par mais rapport ça, aux habitudes d'écoute. On vous aime, des gens. on vous aime fort. Hein. Si vous tapez 4 épisodes de podcast sur une série que vous matez pas avec Il y des en a. mots, mais on vous aime très fort. Et ça, C'est parce que tu es hilarant. il faut le. Mais nous sommes hilarants, hilarants, mais aussi cultivés. Enfin, il faut. Bien sûr. il faut Tout se- est journalistiquement sourcé, attention. Ah bah là, ça va être bien sourcé. Est-ce qu'on résume un petit peu cet épisode en commençant par le début? Et oui, le début qui, tout comme dans l'épisode précédent, est un Flashback. Flashback de l'enfance de Toranaga. Enfin, l'enfance. On va quand même parler donc sur son Il a début, 12 ans. hein. son Donc, début d'adolescence. Quoi, voilà, il commence à avoir 12-13 ans. Game Boy, non, peut-être. On va à l'école, on joue à la marelle. Pas vraiment. Même pas un petit Counter-Strike, tu vois. Non, même pas un petit Pokémon rouge, il a même pas ça. Lui, il est en armure, sur son cheval, et c'est la guerre. L'épisode commence, c'est vraiment dark. C'est dans la brume, il y a un mec, il tire une tête et tout, il y a du sang qui coule. Tout le monde est là en mode on a gagné la guerre, Toranaga a gagné la guerre. Et on comprend pas que c'est un flashback. Donc, du coup, quand le flashback il arrive, on dit ah, mais attends, c'est sa première bataille. Il y a 46 ans, il a commencé à 46 C'est ans, fou. enfin, il en a pas 120, quoi. Et oui, bah, quand tu commences à 12 ans, forcément, Ouais. peut-être qu'il est stagiaire de 3ème, tu vois. Mais alors, ce qui est bien, c'est que par contre, il commence à cotiser tôt pour la retraite. Donc, il va pouvoir vite s'en aller. Bah, sauf qu'il là, il est pas sûr de l'avoir, sa retraite, si tu veux. Bah, on n'est pas sûr Il a non plus. du mal à se projeter dans le futur, tout comme nous, à l'ère macroniste. Voilà. Des nombreux points communs qu'on partage avec. Yoshi Toranaga. Heureusement pas non plus. Enfin, y a pas. Voilà. Heureusement pas bref. Première bataille. On voit Toranaga qui d'ailleurs, ils ne nous ont pas fait l'affront de rajeunir l'acteur qui joue Toranaga jusqu'à le faire enfant. Ils ont engagé un acteur enfant. Ou alors ils auraient pu prendre un acteur enfant et juste mapper la tête de Le vieillir. Hiroyuki Sanada dessus et la tête vieillir. Du coup, ça fait petite personne avec la tête de Toranaga. Non, c'est un tout jeune acteur Ouais. qui apporte la gravité nécessaire à ce moment, Grave. puisque il a certes gagné sa première bataille à un âge très jeune, mais il a encore un truc à faire avant de pouvoir. Bah, il faut qu'il proclamer trempe son vainqueur. biscuit quoi. À un moment donné, c'est Non, ça le horrible. Il faut qu'il mouille sa lame. Non, il a un truc à faire effectivement. Donc là, il a gagné la bataille et donc il se retrouve en périphérie de là où a eu lieu la bataille, dans un camp militaire. Et donc à ce moment-là, le gars, il a 12 ans. Et il y a son adversaire sur Qui lequel... n'a pas 12 ans. Qui n'a pas 12 ans. Hein. Son adversaire est clairement... il a... Forme d'adulte une forme- chevronné, quoi. Enfin, c'est pas. Tu vois, c'est un peu la honte Ouais. quoi, de te faire bolos par un enfant de 12 ans quand tu ressembles à ça. Il a l'air. Mais tu sais, je pense pas qu'il voit pas l'âge en fait. À mon avis, il voit pas l'âge. Il respecte Toranaga parce que il vient de réussir à gagner la bataille. Il y a un moment, ils le disent, il a même pas encore eu de relation sexuelle et il gagne sa première bataille. Tout le monde est là en mode oh là là, c'est fou. C'est parce que c'est un Minowara. Il a le sang dans ses veines des Minowara, on n'oublie pas. C'est Naruto. Mais non, mais si, c'est la Shonen Energy un peu. Je suis désolé, mais là, le gars, il a 12 ans, il a éclaté toute une armée. Et là, bon, malheureusement, à la fin de cette bataille, bon, il y a donc son adversaire qui se rend. Il lui dit, écoute, en vrai, voilà, moi, j'ai fait les comptes. En vrai, là, moi, je suis dead, donc je vais me rendre. Et donc, Toranaga doit descendre de son cheval. Le mec qui se rend, j'ai oublié son nom d'ailleurs, mais bon, on s'en fiche un peu. C'est le premier général que Toranaga a battu. Il sort un couteau, il le pose par terre, et là, on se dit, bah attends, il va seppuku, qu'est-ce qui se passe? Il va, voilà. Effectivement, première scène. Alors, on peut effectivement en parler. C'est la toute première scène de seppuku frontale qu'on voit dans Shogun. On a vu des teasings de seppuku, on a vu Yabushige qui était là, ok, 3 vagues, je me fais seppuku dans la mer, mais finalement non. On a eu des seppuku hors champ, mais c'est effectivement, ils ont attendu l'épisode 7 et je trouve que c'est chouette. Et d'ailleurs, les showrunners, qui est, rappelons-le, un couple formé par un homme américain et sa compagne qui est d'origine japonaise, on dit qu'ils ont vraiment voulu
montrer de façon plus respectueuse la pratique du seppuku et sortir du côté un peu sensationnaliste que Oui. les Occidentaux, du regard sensationnaliste que les Occidentaux ont posé dessus, y compris jusque dans le bouquin de James Clavell, qui, rappelons-le, date des années 70, donc, et qui n'a pas été écrit par une personne japonaise, et où il y a un peu des seppuku tous les 4 matins, tu vois. Ouais. Là, c'était important pour eux de pas montrer ça comme quelque chose d'anodin et d'essayer de montrer aussi le respect qui entoure cette pratique. Il y a, de toute façon, je pense même dans les seppuku et même les différents types d'exécutions qu'on voit dans la série, il y a tout le temps un côté qui est très bien retranscrit, je trouve, de cérémonial et religieux. Enfin, peut-être pas religieux, mais tout au moins spirituel, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, on dirait pas comme ça, hein, mais il y a beaucoup de spiritualité dans un mec qui s'ouvre le ventre avec un couteau. Là, en l'occurrence, c'est deg quand même, hein, on peut le dire, c'est un peu deg. En l'occurrence, il s'agit d'un Jiosukai, qui est un seppuku d'honneur, qui a été notamment utilisé, bon, évidemment durant les batailles du Japon féodal et médiéval, mais aussi encore réutilisé un petit peu durant la Seconde Guerre mondiale, puisque dans les guerres du Pacifique notamment, en fait sur le front Pacifique, les Japonais, pour éviter de se rendre, parfois pratiquaient le seppuku sur le champ de bataille. Et là, donc, c'est cette pratique qu'on voit dans l'épisode qui est, voilà, je viens de me rendre, mais en fait, tu pourrais juste me tuer facilement comme ça, voilà. Mais il y a un côté cérémonial où tu dois me décapiter pendant que je me seppuku. Donc là, le mec en face de Toranaga s'ouvre le ventre pendant que Toranaga sort son sabre et on le voit, le décapite. Enfin, on voit pas la tête qui tombe et on en reparlera plus tard, mais donc, il y a un cut. Et on sait qu'il a décapité. Et on sent qu'il a pas trop envie de le faire. Hein. Toranaga. Pas 12 ans, hein, encore une fois, peut-être qu'il voudrait juste avoir ça à la mèche et pouvoir se balader à Bourg-Palette. Mais ce n'est pas la vie qui l'attend. Non. 2 choses à ce sujet. Déjà, je pense que je ne l'ai pas précisé jusqu'ici, mais l'auteur a passé des années au Japon en tant que prisonnier de guerre. Donc, c'est aussi très inspiré de ce qu'il a pu voir en tant que soldat occidental australien. L'auteur James Clavell ? Oui, l'auteur du livre. Mais non. Du coup, ça explique aussi pourquoi il a été autant marqué par le seppuku, parce qu'il en a... Enfin, voilà, comme tu dis, c'était réutilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, l'auteur était beaucoup au Japon, notamment dans des camps de prisonniers de guerre. Et donc, il a affronté des troupes japonaises, et ça colore aussi forcément l'image qui... Ouais. Les premières images qu'il a eues de ce pays. C'était pas dans un contexte pacifique. Ah, mais c'est un contexte intéressant à voir. Je savais pas qu'il avait participé au... D'accord. On en apprend tous les jours. Hein. Mais attends, c'est le podcast de la culture G. Et effectivement, donc l'ennemi de Toranaga lui demande de le seconder, qui est un truc que tu peux demander ou non. Si j'ai bien compris, en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans le livre. Et ça permet de... En gros, c'était pas sûr de pouvoir. Parce que le seppuku, voilà, c'est pas juste... Tu te plantes au niveau du cœur, c'est vraiment censé ouvrir tes entrailles et tout. Si t'as peur de pas pouvoir aller jusqu'au bout et du coup de mourir dans d'atroces souffrances qui peuvent prendre des jours, tu demandes à quelqu'un de te seconder. Et donc traditionnellement, là, dans ce cas-là, oui, il y a l'ennemi qui t'a vaincu, même s'il a 12 ans. Mais c'est dans d'autres cas aussi, tu peux demander à quelqu'un de te seconder si t'as peur de pas réussir à te finir. Il y a ça, il y a un rapport aussi à la tête, parce que même si c'était pas seppuku, Toranaga l'aurait, pardon, excusez-moi, l'aurait quand même décapité, parce qu'il y a un rapport à la tête qui est assez particulier, on en reparlera durant cet épisode, mais ça se transporte bien en chronopost. Il l'aurait décapité quoi qu'il, et en fait, je sais pas, mais il a 12 ans. Comment tu décapites un gars de 45 ans quand t'as 12 ans, t'arrives même pas à porter le katana? Bah, on va voir que c'est pas d'un coup sec et rapide comme on voudrait bien nous le faire croire. Fin du flashback. Qu'est-ce que t'as pensé du flashback? Trop bien. Moi j'ai adoré parce que ça humanise encore davantage Toranaga et ça en fait un perso plus complexe que juste le gars qu'on voit. C'est selon moi, plus le temps passe, plus je me rends compte que c'est un mec qui doit faire la guerre parce qu'il doit la faire, mais qui a pas nécessairement envie de la faire et qui a été marqué très tôt. On le voit parce qu'il a décapité des gens à 12 ans. Moi j'ai pas décapité des gens à 12 ans par exemple. Donc, moi non plus. Moi je m'en sors un peu mieux en termes de trauma, je pense, que Toranaga. Mais voilà, c'est un truc qui le suit encore dans sa vie d'adulte et je trouve ça bien qu'on arrive à humaniser un peu ce perso. C'est, je pense, le perso pour lequel j'ai le plus d'empathie de toute la série. Pas mon préf, parce que Yabushige existe et Yabushige se sape. Yabu, on l'adore. Mais non, Toranaga, ça l'humanise de fou. Et c'est bien parce que rappelons quand même que le gars s'appelle Yoshi. Et on a oublié de le dire. Quand même, Put some respect on Lord Toranaga. C'est pas parce qu'il a le nom du dinosaure de Mario.
que c'est moins respectable. Mais non, en vrai, flashback intéressant, je trouve. Moi, je l'ai bien aimé. Et ouais, ça montre que sa vie a été faite de violence, quoi. Et après, comme beaucoup de gens à cette époque, hein, tu chies dans les arbres dans tous les cas. Bah, c'est soit t'es un paysan et ta vie, ou un pêcheur ou quoi, et ta vie ne t'appartient pas vraiment. Soit effectivement, les samouraïs, c'est une classe guerrière. Et on sait que le Taiko qui est décédé avait réussi à plus ou moins unifier une partie du Japon. Ça veut bien dire qu'avant lui, c'était le bordel. Et comme on le voit, après lui, c'est de nouveau le bordel. Donc compliqué de faire un état fédéral qui tient le coup. Mais on essaye. Qu'as-tu pensé, toi, de ce flashback, quoi, Ouais, j'ai beaucoup aimé ce flashback aussi. Je pensais pas qu'on verrait la jeunesse de Toranaga. Et c'est le personnage peut-être dont on sait le moins, tu vois, parmi les personnages principaux, parce qu'on sait rarement ce qu'il pense, parce qu'il dit jamais vraiment ce qu'il pense, est-ce qu'il a un plan ou pas, etc. On n'est pas dans sa tête, et dans le bouquin d'ailleurs, on n'est pas dans sa tête pendant très très longtemps. On a différents points de vue, on a des chapitres du point de vue de Yabushige par exemple, de Mariko, mais pendant très longtemps, on est comme tous les autres, comme tout l'entourage de Toranaga, on est là. Qu'est-ce qu'il pense vraiment, à quoi il pense. Et du coup, j'ai bien aimé ce flashback et l'utilité qu'il aura par la suite dans l'épisode. Et juste à noter, son ennemi, du coup, qu'il a vaincu, lui dit qu'en gros, le destin l'a mené à faire une guerre qu'il pouvait pas gagner. Et je pense c'est un thème beaucoup dans Shogun et dans cet épisode notamment. Est-ce que le destin, c'est quelque chose qu'on subit ou qu'on maîtrise ? Est-ce qu'il y a... Quand tu sais que c'est une guerre qui est perdue d'avance parce que t'as pas assez d'hommes, parce que machin, qu'est-ce que tu peux faire pour t'en sortir ? Et ouais, ça c'est une vraie question. C'est une vraie question de cet épisode. Et qui a un rapport avec le titre Le temps d'un bâton d'encens, parce que je pense que s'ils n'avaient pas mis ce flashback là, la scène de l'encens plus tard, on va en parler, mais aurait eu moins d'impact. Tout à fait. C'est la fin du flashback et l'arrivée du premier concurrent de Yabushige en termes de drip. Nous sommes dans une forêt brumeuse. La Fashion Week. Toranaga et tous ses hommes attendent en procession l'aide dont il nous a parlé en fin d'épisode dernier, c'est-à-dire l'arrivée de son demi-frère avec son armée. Et on sent qu'il y a une tension, ils ne se sont pas vus depuis longtemps. Buntaro, il est stressé, il va dire à Mariko tu fais en sorte que ton barbare là, il se tienne bien et tout. Il n'y a pas de certitude que ce gars va arriver dans de bonnes dispositions et qu'il va se rallier à leur côté. Puis déjà, il n'y a pas de certitude qu'il va arriver tout court, parce que comme on l'a dit à l'épisode d'avant, ils n'ont pas WhatsApp, donc... Ils sont des pigeons, ça va. Comment tu te donnes rendez-vous dans la forêt? Et ça fait combien de temps qu'ils attendent, Toranaga? Bonne question. 3 heures, tu vois, avec leurs chevaux là, dans le froid et tout. Tout ça pour que quoi? Il y a un mec qui vient et son casque. Oh là là, on va parler de son casque. Donc son demi-frère Taiki, il arrive. Saiki, pardon, j'ai mis un T. Excuse-moi. Bon, c'est le running gag de ce podcast. Hein. Je commençais à être habitué. Son demi-frère Saiki. Moi, j'ai envie que tu me définisses. Donne-moi un mot pour qualifier le casque de ce gars. Phallique. Putain, c'est vrai que c'est. Je suis désolé, on dirait vraiment que tu t'assois sur sa tête. Bon. Et donc il arrive effectivement donc paré d'un couvre-chef des plus imposants, un couvre-chef qui fait la taille de la moitié de lui. Oui, ça double sa taille, quoi. Ça double sa taille. Il compense peut-être un peu, quoi. Je pense qu'il compense, mais alors surtout, et là on va en parler, il s'agit d'un kabuto. Alors j'ai pas pu faire des recherches extensives sur ce. Vraiment, je me suis dit mais je connais ça. Et en fait, Pokémon, c'est parce que c'est un Pokémon. Voilà. Ouais. Je suis donc inculte. Et. Dur. Et donc en fait ça a du sens parce que peut-être que le Pokémon, donc en gros le kabuto, j'ai pas pu faire des recherches extensives sur le type de casque précis que Saeki il a au début de l'épisode là. Le casque il est vraiment débile, enfin tu le vois, moi j'ai envie de rigoler. Mais donc c'est un kabuto. Le kabuto en fait c'est un type de casque qui était porté au Japon féodal et même encore un petit peu après, qui est ce casque avec la sorte de coiffure derrière, il y a une plaque de métal qui couvre la nuque, et le casque s'appelle le kabuto parce qu'il protège à la fois la tête et la nuque, notamment des décapitations. Tout à fait. Et donc là c'est un type de kabuto. Il n'y a pas de raison particulière à pourquoi il a choisi d'avoir ce type de forme de casque. C'est juste un kiff. Je pense que c'est juste. On peut dire que c'est probablement un casque de type cérémonial et pas le plus pratique sur le champ de bataille. Par exemple, si tu veux t'esquiver, si tu veux passer inaperçu, on te voit de l'eau. Si tu veux te cacher dans dépasses, voilà. Tu veux faire une attaque furtive, c'est pas possible avec ça. Autant mettre des grelots dessus, tu vois. Imagine, il se cache dans les fougères, il y a juste son casque qui dépasse en mode. Où est-il? Non, c'est pas moi. Mais du coup, ça pose le personnage qui, il faut quand même pouvoir rivaliser avec Toranaga et avec du coup Hiroyuki Sanada, l'acteur, en termes de prestance, en termes de, c'est quelqu'un qui impressionne et on peut dire que ça marche, quoi. Bah ça marche. Et là Toranaga, lui en face, il a pas de casque, il a sa petite coiffe en tissu qui met. J'aime bien ce petit truc en tissu. Ouais, j'aime trop. Ça a l'air confort. Parce que quand même, il faut le dire, on se pèle le cul, il pleut et tout.
Toranaga et Saeki, c'est les seuls à avoir des chevaux. Les autres, ils ont tous froid. Je crois que t'allais dire c'est les seuls à avoir des cheveux, mais c'est pareil un peu aussi parce que tout le monde se fait des Shonmage, donc C'est vrai que le Shonmage est de plus en plus visible dans cet épisode. À chaque Oui. fois, je suis ravie grâce à toi d'en connaître le nom. bah évidemment. Donc Alors, il arrive avec dans son quelle casque. disposition arrive-t-il, ce Saeki, qui n'a pas vu son demi-frère depuis si longtemps? Au début, on sait pas. Au début, on sait pas si ça va être. Enfin, c'est tendu. Tout le monde est tendu dans la Ouais. forêt. Il y a Toranaga voilà, qui descend de son cheval, machin. Il y a derrière lui, il y a Mariko, il y a Anjin Sama, il y a toute la cour en fait de Toranaga. Et en fait, globalement, c'est tout en armée parce que tout le monde est mort. Donc, c'est les 10 personnes, c'est ces 10 BFF qui sont derrière lui. Et le demi-frère arrive et on ne sait pas si il va être violent, s'il va faire la gueule à son frère ou pas, on ne sait pas, machin. Oui, au début, il lui reproche donc il a fallu que ton armée soit décimée pour que tu envoies un message à ton médiocre frère qui n'a pas réussi sa vie et tout. Donc t'es là, ok, vous avez des bails familiaux, mais peut-être c'est pas notre problème à nous qui faisons la guerre. Et en fait, il a fait le classique, je fais faire genre je suis fâché Mais contre oui, toi, et mais après oui. ils rigolent et ils sont là, ah ma couille Ils font vraiment ça. Hein. Enfin, c'est vraiment un truc de oh ma couille, en fait, t'es là. Et à un moment, il lui dit salut, toi qui bois de la pisse. Et genre, est-ce que c'est une façon de saluer son frère? Genre, moi je vois ma soeur, je lui dis pas ah, tu bois de la pisse. Moi non plus, ce n'est pas quelque chose que je fais au quotidien, mais nous ne sommes pas là pour juger les traditions du Japon de l'ère C'est vrai. Edo. C'est vrai. Voilà, Toranaga n'a pas l'air vexé, tout le monde respire mieux. Oui. Ok. Bah, il y a un moment où Blackthorn il va du coup pour le saluer parce qu'il doit faire le truc de coutume et de respect de ah je suis honoré enfin, Bah parce que Saeki dit à son frère, ah donc c'est vrai que tu as réussi à apprivoiser un barbare, Ouais. il y a un côté singe savant, tu vois. ah, de Toranaga il fait signe à Blackthorn de venir, et en plus Blackthorn tu sens qu'il avait répété une phrase assez longue pour le coup. de fou en japonais. Ouais, bah comme Mais- toi pour ce podcast. Mais non, enfin alors moi je suis allé sur Google Trad. Lui il avait pas Google Trad et c'est fou. Enfin je trouve que ça a beaucoup d'impact et j'ai l'impression de voir un enfant qui dit ses premiers mots. C'est vraiment un genre. Enfin ça m'a touché que Oh. que. Ah ouais, il apprend quand même, ça commence à faire des mois qu'il est là et que Ouais. Mariko l'aide, donc d'ailleurs c'est peut-être une question, peut-être que Blackthorn comprend un peu plus ce qui se passe que ce qu'il a l'air de laisser entendre, tu vois, et au final, rappelons qu'il est polyglotte. Bah, je pense qu'il a que- une facilité avec les langues. Notamment à mon avis il a commencé à accélérer un peu les cours Duolingo du japonais quand Jardinier il est mort par sa faute parce qu'il a dit mort et voilà il s'est dit ok on va faire des phrases complètes maintenant. Oui, Pour peut-être éviter que les j'aurais gens, pu, si j'avais connu le mot par exemple pour bof au lieu du mot pour mort, le jardinier ça aurait été bof et pas la mort Oui. immédiate. Mais il y a un côté singe savant quoi. C'est oh là Ouais. là, t'as ton barbare apprivoisé et en plus il parle, donc c'est pas non plus 100% respectueux pour Blackthorn. Ouais, il y a vraiment un truc de. Ah, il est là, le. Mais en fait, il y a un moment dans les épisodes, là, ça faisait 2-3 épisodes qu'on n'entendait plus trop Toranaga et même les Japonais en général qualifier Blackthorn de barbare. Et là, je trouve que c'est un terme qui revient un petit peu. Il y a toujours ce Parce truc que de. c'est des gens qui le connaissent pas vraiment. Ah Ils bah savent non, mais- pas ce qu'il a dans son cœur. Il est peut-être moche à l'extérieur, mais il est beau à l'intérieur. Voilà, c'est des gens qui s'arrêtent à la couleur et ça c'est pas beau. Mais non, mais enfin, ça nous rappelle quand même constamment que même si le gars nous aide, et même si le gars il nous apprend des trucs, et même si il est à Tamoto, il a son petit, ses 300 koku là, je sais pas quoi par mois, et ben en fait, ça reste quand même, il est pas à notre égal, ça reste le barbare. Oui. Et vous faites, eux ils font leur bail dans leur coin, et après il y a ce gars vaguement qu'on aime vite fait, mais qui se lave tous les 3 jours. Et qu'on considère pas à 1000% comme une personne au Non. même titre que nous. Et d'ailleurs, ça reviendra. Il y a un moment où il y a une grande réunion. Blackthorn, à un moment, part et tout le Oui. monde est là. Ok, donc comme on disait, vraiment, tout le monde s'en fout de son truc. tout le monde s'en fout, ouais. Donc Saeki est là. Il n'a pas l'air fâché, c'est super. Non. Il vient apporter son soutien à son frère. Mais ça, on parlera demain des plans de bataille parce que ce soir, Toranaga dit ce soir, on picole. On se met bien, On se met bien. On se retourne un peu le crâne et Saeki est content, tout le monde est content. Voilà, c'est leur. On va peut-être enfin passer un bon petit dîner familial. Ah ouais, non mais grave. Et comme dans Game of Thrones, les dîners familiaux, ça se passe toujours bien. Il n'y a Toujours. jamais de retournement de situation. Non, jamais. Veux-tu nous parler de ce dîner, Valentin? Ah bah on va en parler à deux, évidemment. Donc le dîner, une petite salle avec beaucoup de monde, parce que déjà en fait toute la... L'odeur de la pièce. Ah non mais l'odeur de la pièce, donc tout le monde est assis évidemment par terre, mange, etc. Enfin là ils mangent pas encore, ils boivent le saké. Et on a donc Toranaga assis à côté de son demi-frère Saeki, qui, on va le dire maintenant qu'il a enlevé son casque, Saeki, il est BG. Bien sûr. Genre est il a BG. vraiment une coupe de vache, il a une coupe à la Tekken 3, tu vois. Moi j'aime bien cette audace. Il a pris les skins complémentaires sur. Il a acheté un skin. Il a acheté un skin de Tekken. Tekken, c'est un jeu de baston japonais, si vous l'avez pas. Voilà.
J'aime bien parce que tout ce que je dis, tu dois le contextualiser, donc je peux être chiant de fou. Donc Yoshimitsu, dans Tekken 8. C'est un samouraï qui se bat avec un sabre dans Tekken et qui est très très classe. Oui, de fou. Non, mais il a clairement, il a du drip, il a du style. Tout à fait. Et donc ils boivent tous le saké ensemble. Il a du drip, mais aussi une bonne descente. Hein, parce que. En même temps, tu viens de te taper 3 jours de cheval et d'attendre ton frère dans la pluie, là, je pense que t'es content de boire le saké. Ça réchauffe. Mais c'est bien parce qu'au moins Blackthorn, qui lui aussi a une descente d'anglais, hein, rappelons-le, aura au moins quelqu'un avec qui boire. Et justement, il commence à boire, etc., à boire du saké et à faire des blagues. Blagues auxquelles Blackthorn ne participe pas beaucoup parce que on rappelle qu'il parle pas trop japonais. Oui. Donc tout le monde est là en mode on parle japonais. MDR, super anecdote. Et lui, il essaye de manger ses sushis, ça tombe et tout. Non mais lui ça tombe de fou. Et il y a une scène particulière où on voit, il y a un plan sur Buntaro. Donc Buntaro, on le rappelle, le mari officiel de Mariko-sama, celui qui est revenu mais aussi une forme de sale con. Bon. Une forme de, excusez-moi du peu, de gros bâtard. Voilà, oui. J'ai envie de le dire comme ça. Il y a donc un moment cette scène sur Buntaro qui regarde Anjin-sama et Mariko. Blackthorn il est là en mode oh non, j'ai fait tomber mon riz, oh là 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 là. Il galère avec ses baguettes et il regarde, mais vraiment il a des yeux qui crient la bite quand il regarde Mariko, je trouve. Enfin, il a vraiment un truc dans le regard de ouais. Oui, ils sont très complices, Anjin ouais. et Mariko. Ouais. Et Buntaro il est vraiment là en mode c'est ce tocard qui sait même pas manger avec des baguettes. Encore une fois, c'est ce singe savant qui aurait des vues sur ma femme. Quoi. Et ça va monter petit à petit, hein, cette vapeur. Ça va y aller crescendo. De toute façon, déjà, Buntaro n'était pas serein depuis qu'on lui a dit casse-toi 7 jours dans l'épisode précédent. Donc là, en plus, c'est vrai que c'est un contexte où, comme il lui a dit, isole-toi de Mariko. Là, j'imagine que c'est l'une des rares fois dans la semaine où il voit Mariko. Donc, ouais, en vrai, Buntaro chiant. Et tout le monde parle un petit peu de faits d'armes, de bataille et tout. Et donc, il y a Omi, Naga, pardon, donc le fils de Toranaga, qui demande donc il est très honoré, il dit à Saeki vraiment trop bien, merci, ces histoires me délectent, merci de me raconter toutes ces histoires et tout machin. Et il parle de faits de guerre. De quoi il parle de caca. Alors d'abord il raconte 2 histoires sur Toranaga Saeki. La première est flatteuse puisqu'il raconte qu'à 12 ans, donc c'est le flashback qu'on a vu, Toranaga a non seulement remporté sa première bataille, mais aussi décapité d'un seul coup de sabre son ennemi. Okay. D'un seul coup, franchement, tout le monde est encore de bonne humeur. C'est genre, oh là là, on savait, mais qu'est-ce qu'il est vraiment trop fort ce Toranaga. C'est vraiment un truc de, on va tous dire à tour de rôle pourquoi Toranaga il est super fort. Et voilà, on va bien s'entendre. Et Saeki il dit, attendez, mais j'ai une deuxième histoire. Et là, c'est une histoire un peu moins flatteuse. Elle est moins cool. Et ça calme bien l'ambiance. Et même Blackthorn, il comprend que l'ambiance est calmée, puisque c'est ce que j'appelle le début du Red Wedding. C'est l'équivalent dans Game of Thrones quand Catelyn Stark elle se rend compte que, oh non, Roose Bolton, il a sa cote de maille. T'as vraiment réagi comme ça en plus devant le. J'ai dit c'est le Red Wedding immédiatement. Mais c'est tellement le dîner où tout se passe bien et quelqu'un commence à raconter une histoire humiliante sur le Seigneur. Je suis là, ça veut dire qu'il a pas peur de toi, ça veut dire qu'il est pas dans ta team, ça veut dire que ça va partir en couille. Moi je pensais qu'ils allaient tous s'entretuer à ce moment-là. Mais donc l'histoire honteuse qu'il raconte, c'est que Toranaga, quand il était petit, quand il avait 6 ans, et c'est vrai, a été envoyé comme otage, et c'est un truc qui est aussi dans Game of Thrones d'ailleurs avec le personnage de Theon Greyjoy, c'est d'envoyer à l'issue d'une guerre, pendant le temps de paix plus ou moins stable, d'envoyer les héritiers des différents seigneurs vivre chez leurs anciens ennemis devenus alliés pour garantir que tu te retournes pas contre moi parce que j'ai ton fils, en gros. D'accord. Mais ils étaient quand même éduqués là-bas avec, c'est pas des otages genre ils sont enfermés dans une pièce, mais ils étaient éduqués avec tous les honneurs comme les enfants légitimes, mais en sachant que leur rôle était quand même d'être des otages finalement, et qui pouvaient être assassinés ou utilisés comme monnaie d'échange. Ouais. Et d'ailleurs, Toranaga n'a pas été que chez une famille otage, puisque en gros de ses 6 ans à ses 12 ans, il a été trimballé de famille en famille en tant qu'otage, et c'est à 12 ans qu'il a pris son indépendance et mené sa première bataille, etc. Mais donc apparemment, quand il avait 6 ans et qu'il a dû partir pour la première fois chez ses ennemis, eh bien, comme ça peut arriver à des personnes de 6 ans, il n'a pas bien vécu cette aventure. Et selon son frère, il s'est littéralement fait caca dessus. Chié dessus. Et a ensuite parcouru tout le chemin à cheval avec du caca kaki collé au cucu, quoi. Ça me... Et ça, tu vois, par rapport à la prestance de Toranaga, ça lui fait pas gagner des puntos. Et ça sèche un peu tout le monde. T'invites ton demi-frère et devant tout le monde, il dit que tu t'es chié dessus sur un cheval, machin, là, franchement...
c'est pas ouf. Je te réinvite plus. Par la suite. Mais ouais, et on sent que l'ambiance devient tendue. Tout le monde le perçoit, comme tu l'as dit. Même Blackthorn le perçoit et genre, il va se passer un truc. Oui. Et on a quelques plans où on voit les samouraïs de Saeki encercler un peu les samouraïs de Toranaga, là où jusqu'ici ils jouaient aux cartes, ils jouaient au dé, ils buvaient des coups en bonne entente. Là tu te rends compte que en fait l'armée de Saeki n'est pas là pour s'ajouter à celle de Toranaga, mais pour peut-être l'attaquer, l'enfermer, voire la décimer. Moi, comme je t'ai dit, je pensais vraiment que ça allait être on égorge tout le monde. Je pensais que ça allait être la fin et que Toranaga allait miraculeusement réussir à s'échapper avec Blackthorn et peut-être Buntaro, je sais pas quoi. Sur leur bateau et tout. Ouais, mais en fait, non, pas du tout. L'armée. Non, on est encore en train de retenir notre souffle de qu'est-ce qui va se passer pour de bon. Je me souviens plus comment ça arrive précisément, le truc qui arrive d'ailleurs. Il lui attend. Comment il lui dit que... Il lui explique que son armée est déjà promise à quelqu'un d'autre parce que le conseil, donc Saeki, a été élu 5e régent par le conseil. Enfin, on lui a proposé le job, puisque rappelons qu'il manque un régent, puisque Ishido, on a fait assassiner la semaine dernière, puisque il y en avait un qui avait protesté en disant « Moi, je veux pas voter contre Toranaga tant que tu nous gardes otage et je me casse. » Ishido avait dit « Eh bah du coup, je te bute. Ishido, maintenant, il est toxique. On recrute. Qui veut venir ?» Ichido, qui avait bien écouté Lady Ochiba qui murmurait dans son oreille « Maybe it's time d'aller tuer des gens maintenant, au lieu de faire de la politique. » Rappelons-le qu'il y a toujours Lady Ochiba qui fait ses petits bails à Osaka, mais on n'était pas à Osaka dans cet épisode. Donc, we might not know. Par contre, on a des nouvelles d'Osaka avec le conseil des régents convoque officiellement Toranaga à Osaka pour répondre de ses crimes et de sa menace envers l'héritier du Taiko. Répondre de sa trahison surtout, voilà. C'est... Attends, je remonte le micro parce que je m'étais mouché. Voilà, pas c'est de bon. Souci. Et il y a un deuxième parchemin qui est lui à destination de Naga, le fils de Toranaga du coup, qui, rappelons-le, avait fait attaquer à coups de canon les troupes d'Ishido alors qu'elles étaient venues, pareil, convoquer Toranaga. Ce qui est quand même, je pense, interdit par la Convention de Genève, d'une façon ou d'une autre. Et lui, ses ordres sont tout simplement, fais-toi seppuku. Ouais, fais-toi seppuku, voilà. Tu fais ça, on n'en parle plus, quoi. Et quand, d'ailleurs, on tend le deuxième parchemin, enfin quand Saeki et Sega tendent le parchemin au fils de Toranaga, Toranaga, il a une émotion vive, vraiment. C'est un des rares moments où il perd son calme. Il perd son calme et il tape le parchemin et le parchemin tombe par terre et il lui dit ne le prends pas, parce qu'il sait que en fait si son fils ouvre le parchemin, il va se seppuku quoi. Et genre c'est son royaume, enfin littéralement les chefs du royaume qui lui ordonnent de faire seppuku. Donc en fait s'il avait lu le parchemin, je pense qu'il l'aurait fait, tu vois. Et c'est le moment où on comprend que en fait c'est très réel tout ça. On n'est pas là pour boire du saké quoi. On est plutôt là pour amener Toranaga au conseil des régents et le faire quick la tête. Tout à fait. Et d'ailleurs pas que lui, puisque on saura très vite que si Toranaga se rend à Osaka et accepte la défaite, la moitié de ses troupes devront se faire seppuku, la moitié de son entourage au moins. Enfin, tout le monde est quand même bien directement concerné. C'est pas genre notre chef s'est rendu, on a juste changé de chef. Notre chef s'est rendu, on doit tous se suicider. On est sur un remaniement ministériel assez important. Ça doit être compliqué en termes de renouvellement de la démographie, tu vois. Si à chaque fois quelqu'un perd, la moitié de ses troupes se suicident. Non, mais c'est compliqué. Bon, après, ils ont pas les capotes. Donc, c'est vrai, quelque part, Mais ils ont des sextoys, on en parlera. Alors, on va parler de cul aussi dans cette. Ah ouais, j'avais oublié. Donc voilà, ambiance de merde. Ambiance de merde, trahison, disgrâce. Et du coup, Lord de Saeki les oblige à. Enfin, Toranaga demande une journée de réflexion et il dit ok, je donnerai ma réponse au conseil des régents demain au coucher du soleil. Au coucher, ouais. Et comme c'est quand même un peu assez bureaucrate, ils disent ok. Genre, prends le temps, il n'y a pas de souci. Juste, du coup, en attendant, personne ne peut aller nulle part. On a bloqué toutes les sorties, évidemment. Aussi pour qu'ils ne puissent pas prévenir le reste de leurs troupes qui sont quand même un peu disséminées dans le royaume. Mais pas de souci, on n'est pas un jour près. Vas-y, prends le time de réfléchir et tout. Nous, on reste là. Voilà. À un moment, ils disent qu'ils veulent effectivement prévenir les troupes qui sont. Alors, je crois que c'est pas. C'est Buntaro qui demande à Hiromatsu, donc le vieux général. Est-ce que tu veux bien me laisser au moins, moi, partir, essayer de tenter un truc, en fait, parce que là, il fait rien. Toranaga, il est dans la forêt, il jette des pierres sur une porte. C'est pas... monsieur va mourir, c'est un exercice méditatif, je pense, le fait de jeter des cailloux sur la porte. Alors, il n'y a pas de pratique précise qui vise à jeter des cailloux sur une porte, mais il y avait juste un art de jeter des cailloux dans différentes circonstances au Japon féodal, dans un contexte militaire, un contexte d'exécution, puisqu'il y avait des morts par lapidation,
et aussi dans un contexte de méditation, parce que on voyait souvent, je sais pas si on en voit dans Shogun, mais ces scènes où ils empilent des cailloux pour faire des petites montagnes de cailloux, et ils ont un rapport aux cailloux globalement. Le jardinier, on se souvient, il y a un rapport aux cailloux important dans C'est ton avis d'expert. Shogun. Il y a un rapport aux cailloux au Japon, quoi. Le rapport aux cailloux, mais en fait ça nous rapproche de la terre, ça nous rapproche de notre essence, et donc Toranaga il se dit c'est quoi, je vais crever. Donc je vais réfléchir en jetant des cailloux sur une porte. Et on sent qu'il médite, on sent qu'il hésite. Il sait pas trop s'il va se rendre ou tenter une dinguerie. Ce qui me permet de te poser une question qui sera peut-être une question qu'on va explorer tout au long de cet épisode. Mais est-ce que tu penses que Toranaga il a vraiment un plan ? Bien sûr qu'il a un plan. Évidemment qu'il a un plan. Il a un plan parce que le temps d'abattre dansant, on en parlera de pourquoi l'épisode s'appelle comme ça. Il a un plan parce que sinon scénaristiquement on se fait un peu chier, tu vois. Et je pense qu'il a un plan depuis bien plus longtemps que ce qu'on croit. C'est-à-dire que moi mon hypothèse c'est et si son armée avait pas du tout été autant décimée par le tremblement de terre qu'il le prétend et qu'il se fait passer pour plus faible qu'il ne l'est, pour que tous ses ennemis se disent on n'a pas besoin de mettre énormément de troupes parce que de toute façon lui-même il en a pas beaucoup et si son demi-frère se rallie pas à lui c'est bon, c'est déjà fini. C'est Yabushige qui dit s'il accepte pas de nous aider son demi-frère, on aura perdu cette guerre avant même d'avoir pu mouiller nos lames. Tout à fait. Fois. Donc y a cette idée de c'est déjà perdu, tu vois. Et à mon avis, il a des atouts dans sa manche et l'un d'entre eux est peut-être qu'il a plus d'hommes que ce qu'il veut bien dire. Il y a des hypothèses de peut-être que son demi-frère, en fait, il est inclus dans son plan et il fait semblant de le trahir, mais ils savent qu'en fait il y a des naninana pour pouvoir se rendre, je sais pas, à Osaka sans que ça éveille les soupçons et en fait dedans son demi-frère en fait il était dans sa team, tu vois. On peut penser à plein d'hypothèses. Comme Toranaga communique très peu son plan, forcément les gens commencent à être tendus, les gens commencent à dire Crimson Sky là on fait pas du coup. Parce que donc on se rappelle qu'il y avait son opération la Crimson Sky qu'il avait décrit à l'épisode d'avant qui était un gros raid sur le château d'Osaka. Et moi je pense que là il est exactement là où il veut être et que c'est la première partie du plan Crimson Sky. Je pense que c'est le cheval de Troie. Il va réussir à pénétrer dans Osaka comme ça, il a été invité, etc. Il accepte l'invitation parce que voilà, il va se rendre. Et je pense qu'une fois à Osaka, ça va faire des nani-nana, tu vois. Et c'est intéressant que tu dises que t'as parlé pendant que tu parlais de là où Toranaga est maintenant et de s'il a un plan. Tu disais, il a peut-être envie d'apparaître faible là où il est fort. Et je peux me permettre de citer une citation de l'art de la guerre de Sun Tzu. Dans la... Tu vas la citer en... Non, parce que là, sinon, je pense que ton podcast va être cancel. Non. La citation est la suivante. Aie l'air fort quand tu es faible quand tu es fort. Et je pense que c'est exactement ce que Toranaga essaie de faire. Il y a ce truc où il faut qu'il ait l'air d'un miskin auprès des gens qui le voient et en fait auprès de son demi-frère, auprès des autres. Il faut que les armées du gouvernement, enfin j'ai oublié comment les d'Ishido du coup, les armées d'Ishido, il faut qu'elles pensent que Toranaga n'a plus d'armée. Et en fait, je pense qu'ils le savent, mais à mon avis, il a un truc. Il faut qu'il ait l'air inoffensif, il faut qu'il ait l'air. Ouais. Et c'est une thématique d'ailleurs dans ce dîner. Saeki demande est-ce que elle demande à Naga. Donc Naga, le jeune fils de Toranaga, il est très très chaud pour se battre et il s'est jamais battu. Donc il veut tous les récits sanguinaires et tout. Et Saeki à un moment lui dit est-ce que tu préfères les légendes ou la vérité ? Et c'est là où d'ailleurs il les trahit parce qu'il dit une belle légende ce serait que je devienne le seigneur de Izu, qui est la province où ils sont, qui appartient à Yabushige. Donc qui a été promise à Yabushige, Est-ce que vraiment je vais aussi me faire piquer ma terre ? Yabushige il est déjà fatigué, mais il sait que Toranaga ne lui donnera pas Izu et du coup il dit mais je ne serai pas le seigneur d'Izu puisque la vérité c'est que j'ai une autre légende, je suis le 5e régent. Il enlève son masque. Kaiba non. Tintin non. C'était lui depuis le début. Donc il y a cette idée de la perception que les gens ont de toi et la réalité de ce qui se passe. Et on sait d'ailleurs qu'une des deux histoires qu'il a racontées sur Toranaga, celle qui est flatteuse, on apprend plus tard qu'elle est fausse. Donc moi je pense que c'est impossible de croire qu'avec Toranaga, what you see is what you get. Bien sûr qu'il a un plan. Est-ce que son plan va marcher ou pas ? Et je pense que le plus grand risque pour son plan, au-delà de l'aspect militaire bien sûr, c'est qu'il prend pas assez en compte le fait que les gens autour de lui sont tous en train de péter des câbles. C'est quand même un épisode où, encore une fois, Mariko, elle veut mourir. Fuji, elle veut mourir. Buntaro, il veut tuer des gens. Et en fait, à force de pas dire aux gens, de pas les rassurer sur on va peut-être pas mourir demain, tu vois. Oui. Pour une journée de plus, pour une journée de moins.
Du Je coup, l'ai. les gens ils pètent un câble et c'est peut-être ça qui va mettre des bâtons dans les roues de son plan, c'est qu'il aura trop fait le méga stratège dans sa tête et que au moment, tu vois, imagine son plan il tient sur on arrive à Osaka et là j'envoie Buntaro, Naninana en mode ninja et tout, et Buntaro il le fait pas parce qu'il préfère aller buter Blackthorn. Mais potentiellement il va se passer des Zumba comme ça quoi. et on va le voir, et en plus il a très envie de buter Blackthorn. Ça commence à le travailler pas mal. Ça commence à le chatouiller un peu. Donc Toranaga va réfléchir. Voilà, on a la petite méditation dans la forêt. On a tout le monde autour de lui est impatient et aimerait tenter quelque chose, que ça soit son fils Naga bien sûr, mais aussi Buntaro, Hiromatsu, Omi. C'est tout le monde aimerait bien qu'il y ait peut-être un plan B et C au plan A qui est on va voir ce qu'il fait. En attendant, il aura décidé dans la forêt. On se resserre du saké dans tous les cas. Là, Voilà. je pense qu'on l'a pas volé quoi. Et donc on a pendant le reste de l'épisode, avant la décision de Toranaga, plusieurs petites scénettes où soit on passe du temps avec d'autres personnages que Toranaga, soit c'est Toranaga qui reçoit des personnages qui veulent lui demander des choses. Est-ce que tu veux qu'on commence par Toranaga invite des gens dans son bureau, ou par le reste des gens, c'est-à-dire il y a un peu Omi, il y a un peu Yabushige, il y a un peu Fuji. Je réfléchis, mais ouais, en vrai, on parle un peu des autres gens, je pense. Et après, Toranaga, parce qu'en plus, il y a ce truc avec Toranaga et Buntaro à la fin de l'épisode, donc ça nous permettra de faire d'abord les autres gens, je pense. Ok, donc commençons par Yabushige, notre star. Toujours bien habillé, toujours blasé. Toujours blasé, à toujours passer blasé. des journées de merde et à essayer d'être un agent double sans que ça ne fonctionne, puisque Yabushige dans cet épisode, alors il reçoit un colis amené par les hommes de Saeki, c'est sympa, de la part d'Ishido et des régents. C'est top. C'est sympa parce qu'apparemment il leur avait envoyé son fameux général Borgne pour négocier en secret que Yabushige il s'allie à eux et qu'il trahit Toranaga. Donc il est tout le temps en train d'essayer. Ouais. Ça marche pas vraiment, Yabushige. Donc là, dans le colis, il y a quoi? What's in the box? What's in the box? Il y a la tête du général. Et j'aime bien parce qu'il l'entrouvre et tu sens qu'il est vraiment en mode je sais pas à quoi je m'attendais, évidemment, c'est la tête. Je vais d'ailleurs me permettre de marquer une pause dans ce podcast pour marquer l'arrivée d'une nouvelle rubrique exceptionnelle qui, je ne l'espère, ne reviendra pas. J'ai fait un jingle. Est-ce qu'au Japon féodal, on se renvoyait vraiment des têtes par la poste comme des colis Zalando? Bip. T'as mis de la référence Alors, Zalando. Bienvenue dans cette... Mais vous voyez avec quoi je dois travailler en Bienvenue fait. dans Est-ce qu'au Japon féodal, on s'envoyait vraiment des têtes décapitées par la poste comme des colis Zalando? Pip. Waouh, merci, je vais tellement isoler cet extrait et le mettre dans tous mes podcasts. Et donc le but est effectivement de répondre à la question, est-ce qu'on s'envoyait des putains de têtes coupées dans des boîtes? Alors, il n'y a rien qui dit que non, mais il n'y a rien qui dit vraiment que oui non plus. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Peut-être merci bien pour oui. ces recherches. Non, en fait il faut savoir que, et c'est pour ça que je voulais parler un petit peu décapitation et tête durant ce podcast, parce que en fait moi ça me choque, enfin genre, il y a plein de représentations différentes de la violence dans cette série, et l'une d'entre elles qu'on voit souvent c'est on t'envoie des putains de têtes par la poste et personne n'a l'air choqué, ça a l'air normal. Yabushige il ouvre ça comme s'il ouvrait un Happy Meal. Il y a un épisode d'avant où on voit une tête et en fait il y a un côté on va t'envoyer la tête pour montrer qu'il est mort et tout, donc je me suis demandé pourquoi et et pourquoi. Il s'avère que effectivement les Japonais à ce moment-là dans le Japon féodal avaient un rapport particulier à la tête. La tête était donc on a vu beaucoup de scènes de décapitation. Il était de coutume qu'après avoir effectué ou gagné une bataille, on fasse une cérémonie d'exposition des têtes. Donc il y a un mec dont c'était le taf, vraiment son taf c'est porteur de tête. Une fois que la bataille est terminée, il porte la tête des ennemis vaincus pour les montrer à tout le monde, les montrer à son commandant. Il y a un côté fierté aussi. En fait, il y a un côté fierté à quand t'es un sous-lieutenant ou un sous-fifre du colonel, un exécutant. Il y a un côté fierté à amener la tête d'un ennemi vaincu à ton colonel en mode putain regarde ce que j'ai fait. C'est un trophée. C'est un trophée de fou. C'est tellement un trophée d'ailleurs que à l'ère Edo, aux alentours des années 1600 au Japon féodal, le hall d'entrée de certains royaumes, de certains palais des shoguns exposait des têtes décapitées dans des boîtes. Dans des boîtes. Enfin, dans des boîtes, mais enfin, c'était exposé. Le but, c'est qu'on voit que c'est une tête.
en signe d'intimidation et en signe justement de en fait voilà ce qui va t'arriver si tu commets un crime, parce que découper la tête, décapiter, c'est non seulement un symbole important lors d'un truc militaire, mais c'est aussi un mode d'exécution. Il y a plein de modes d'exécution différents au Japon quand tu commets un crime. On peut parler de la torture, on peut parler On va parler lapidation. oui, t'as l'ébouillantage qui était donc comme on l'a vu dans le chaudron, qui est On l'a vu. un vrai truc. On l'a vu. Le bûcher, la crucifixion, le sciage des membres, également Voilà, on n'est pas quelque obligé chose, de rentrer dans énormément de détails Voilà, plus voilà. que ça. Et mais précisons que c'était pas du tout que au Japon, puisque Oui. alors dans beaucoup de pays occidentaux aussi, il y avait des têtes coupées, présentées sur des pics pour faire peur aux ennemis, pour rappeler à la population ce qu'il attendait si elle commettait des crimes, la décapitation. Rappelons que la guillotine en France, on l'avait encore sous Mitterrand, quoi. Oui. Donc oui, je pense que la symbolique de la tête coupée comme preuve aussi. C'est une époque où il n'y a pas de photo. Oui. Il y a comment tu prouves que c'est bien cette personne qui est Grave. morte. Si tu ramènes un crâne, ça peut être celui de n'importe qui. Tu peux écrire un Donc, parchemin en disant j'ai tué le général, mais en fait oui, voilà. je te crois pas, quoi. Prouve-le. Ok, ah non, il l'a prouvé, zut. Et je me demandais, mais vraiment, parce qu'il y a forcément des gens dont le taf, c'est de se lever un matin et de faire des petites boîtes adaptées à la taille des têtes. Mhm. Et y a des gens qui font des boîtes à cendres taille bébé. Oui. C'est beaucoup aussi, donc bon. Il y a plein de business un peu niche comme ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chômage au Japon. Bah oui, non, mais... C'est faux. Waouh. Et puis il n'y a pas de criminalité, hein, parce que là, tu vois, les gens, ils... Quand le châtiment c'est décapitation, c'est chaud. Hein. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a ce rapport à la tête assez décomplexé. Oui. Je sais pas comment, et c'est marrant que tu rappelles au début que Clavel a fait la Seconde Guerre et a été exposé un petit peu au seppuku et tout. Mais je pense pas que c'est quelque chose qu'il ait forcément vu de ses yeux, les décapitations pendant la guerre. Mais là, voilà, dans Shogun, c'est quelque chose qui est pour le coup réel. Je dis pas qu'on s'envoyait des têtes par la poste, ça j'ai pas réussi à vérifier précisément, mais j'imagine que ça a dû être fait à un moment dans l'histoire du Japon féodal. Mais voilà, moi en vrai, je voulais faire de la recherche là-dessus parce que ça me choquait un peu. Quoi. Il y a une telle détente. Imagine l'odeur de la boîte, la personne qui transporte cette tête sur des semaines et des semaines pour traverser le Japon, là. Le truc, il arrive, il est bleu. Après, ils avaient aussi des méthodes de conservation qui sont un peu plus évoluées que celles de Blackthorn quand il essaye de préparer du poulet pour tout le monde. Mais oui, c'est clairement quelque chose, on peut dire. On n'est pas mécontent qu'en 2024... on est dépassé le stade où on s'envoie des têtes par la poste. Voilà. Ouais, on peut faire autrement pour dire non à ta proposition d'alliance, quoi. Il y a également, donc, il y a tout ce côté, comme on l'a dit, donc trophée, il y a ce côté exécution, machin et tout. Mais dans un autre registre, ériger une sépulture avec la tête d'une personne décapitée dedans au Japon féodal s'appelle le kubizuka. Et le kubizuka, c'est une façon d'honorer les cadavres et d'honorer les défunts. Donc même si tu vas trimballer la tête du mec vaincu en mode vas-y on l'expose à tout le monde et tout machin, après on va ériger une sépulture pour justement honorer sa mémoire, honorer sa famille, honorer sa lignée. Et cette petite sépulture s'appelle le kubizuka. Et quelque chose... C'est très mignon pour un truc aussi... Ah non, c'est une tombe avec une tête. Ok. Ouais. Donc voilà, ils baladent la tête et après ils la mettent dedans. As you do. Et en fait, bon, là, moi, j'ai une photo d'un kubizuka de 2014, mais vous ne la verrez pas. Mais c'est pas quelque chose de trash ou quoi. C'est vraiment, une petite maisonnette avec dedans effectivement une boîte rectangulaire noire, quoi. Faut pas ouvrir la boîte, quoi. Il faut pas ouvrir la boîte. Très bien. Voilà, le petit point. Est-ce qu'on s'envoyait vraiment des têtes Est-ce qu'on pourrait avoir le jingle pour Mais moi, je suis grave chaud pour ce clore ce segment. Mais allons-y. On se remet le jingle. Je sais parce qu'il est formidable ce jingle. Est-ce qu'au Japon féodal, on se renvoyait vraiment des têtes par la poste comme des colis Zalando? Pip! Incroyable. Donc Yabushige enchaîne les looses, puisque voilà, sa proposition d'alliance a encore une fois été rejetée. Le pauvre. Ouais, il est fatigué. Il va par contre se faire un petit bain au onsen. Oui, c'est vrai. Voilà, il kiffe dans la baignoire et tout, c'est cool. Tu sens qu'il est en mode j'en ai plus rien à foutre. Il va vraiment mourir demain. Il est là, bon bah c'est perdu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un truc où il a son armure. Enfin, en l'occurrence à ce moment-là, c'est pas une armure, je crois que c'est juste le kimono, ouais. Mais il a quand même ses épées et il arrive au onsen et il y a les hommes de Saeki qui sont là aussi. Et il fait ce truc où il tient son épée
avant de la mettre par terre parce que bah tu vas pas te baigner avec ton épée quoi. Et tout le monde croit qu'il sort son épée parce qu'il veut taper les gens. Et en fait, lui après il la met par terre en mode je vous ai bien niqué, voilà ma teub. Il va faire des proutes dans le bas, quoi. Vraiment, il en a plus rien à foutre. Et après, il se dit, il va râler en regardant l'océan. Et là, il y a Blackthorn parce qu'il se rend compte qu'en fait, il peut pas rejoindre son bateau. Il y a déjà les hommes d'Ishido qui sont là, donc c'est non. Ils avaient aussi prévu le coup. Et Yabushige se dit, tiens, moi j'ai qu'à parler avec Lanjin qui comprend pas les 3/4 de ce que je dis et lui apprendre un petit peu des techniques de combat. Bah puis ça doit être bizarre de te battre avec Yabushige, même si c'est dans un cadre d'apprentissage et voilà, de formation à l'épée, quand tu comprends pas le japonais et t'as juste un mec qui te menace avec son sabre et qui te met un coup de pied en mode il te dit des trucs que tu comprends pas, moi je serais pas serein quoi. Oui, et l'épisode nous rappelle en plus que pour Blackthorn, Yabushige c'est le mec qui a bouilli son pote quoi. Parce qu'il revoit le chaudron et Yabushige lui dit je suis sûr que maintenant t'aurais préféré que ce soit toi, comme ça, ça aurait été terminé plus vite pour toi. Donc Yabushige qui avait déjà cette fascination un peu morbide et tout pour justement la mort, on sent que là il a accepté une forme de lâcher prise par rapport à sa mort imminente. Mais quand même, donc il essaye de donner des micro-cours à Blackthorn qui ne sait pas utiliser évidemment un katana et qui ne sait pas se battre comme un samouraï. Notamment, il prend l'épée à une main comme les épées européennes alors que ça s'utilise à deux mains. Mais bon, Yabushige c'est pas le prof le plus pédagogue. Non. Par contre, Buntaro, il voit ça et il se dit je vais le fumer. Et Yabushige il est là, mais arrête, tu non fais quoi mais Buntaro, frérot Buntaro, on va baisser d'un ton. J'ai noté Buntaro fait le mec. Moi j'ai noté aussi pareil, Buntaro fait le gars. Rappelons quand même que Buntaro, déjà, avant de vouloir faire le gars, arrête de battre ta femme déjà, et après on pourra commencer à... Peut-être qu'elle aura pas envie de toucher d'autres Zgoogi, et si après tu lui voilà. tapes pas dessus. Et donc il fait son cours de katana un peu violent avec Yabushige, et à un moment où Blackthorn est allongé par terre, parce qu'il se relevait après... il se fait désarmer tout le temps, il se fait désarmer. Buntaro il arrive et il lui met le sabre, il lui met son katana Buntaro au bord de la gorge comme ça. Un homme désarmé à terre. Non mais quoi. de fou, mais Ça où est ne se fait l'honneur pas. L'honneur, non mais lui vraiment excusez-moi encore une fois, mais une derme. Buntaro, une vraie derme. Un tocard. Et il y a un moment où il y a un plan sur lui pendant qu'il menace Blackthorn avec son katana. Et Buntaro, on sent qu'il serre les dents, il est en mode et en fait il le fume pas et il fait rien. Il se barre en marchant et il dit rien. Juste il s'en va. Et on sent qu'à ce moment-là il est là en mode vas-y je suis saoulé, je vais aller parler, je vais aller le dire au professeur. Ouais, je vais prendre une décision là mon gars, tu sais même pas ce que je décide mais je vais décider un truc là, c'est fou. Et on verra, ça reviendra plus tard. Ouais. Est-ce que son souhait va être exaucé? Bof. Non, tocard. Est-ce qu'on peut parler de Fuji? J'aime trop les deux scènes avec Fuji mais de cet fou. épisode. Fuji-sama qui du coup, en plus des calibres, a quand même un sacré entraînement à l'arme blanche, on va pas se mentir. Elle reçoit son grand-père Hiromatsu chez elle, le vieux général qui est avec Toranaga, qui est venu lui annoncer attention Ishido. Et c'est trop mignon comme scène, j'ai trouvé. Ouais, il y a pas de violence pour le coup, c'est vraiment une scène gentille avec son grand-père qui arrive et elle est en mode oh, je savais pas que t'allais venir. J'aurais rangé, il est là en mode mais c'est très propre chez toi et tout machin. Bon. Après, il n'y a pas de violence, il lui donne quand même les urnes funéraires de son mari et de son bébé. Ouais, mais c'est pas une forme de violence, voilà. quoi. C'est une forme de c'est une post-violence. C'est après. Voilà, une forme de mémoire. Voilà. Mets les boîtes à côté des guns, au-dessus de la cheminée. Et d'ailleurs, il y a ce moment où donc Hiromatsu, c'est le grand-père de Fujisama. Et le père de Buntaro. Attends. Ah, oh, mais non. Et oui, elle dit votre fils Buntaro. Ah oui, mais Hiromatsu, il sait que son fils est un tocard. Enfin, il est, comme on l'a vu, très bon combattant. Oui. Mais il sait que son fils est un tocard. Il y a un moment où Hiromatsu, donc, il voit la maison de Fujisama et il lui dit tu tiens une maison très très propre. Et préparation paiement pour la fin de cet épisode, on voit l'eau donc on voit l'eau de la pluie sur les cailloux. Et moi, c'est le moment où je me suis dit putain, ça doit glisser quand même. Ah, j'étais là, genre, ça doit glisser. Genre, tu marches sur les cailloux avec la pluie. Et comment ils font quoi. Et on s'est posé la question avec Mimi de qui tombe la pelouse. C'est vrai. Moi, mon hypothèse, c'était soit un gars en CDI qui coupe ça avec un tout petit coupe-ongle cérémonial, c'est le seul truc qu'il fait, soit des moutons. Voilà, parce que c'est sympa les moutons. Mais je suis pas sûr qu'ils avaient beaucoup de bétail au Japon. Bah puis c'est pas une tourneuse automatique un mouton. Tu vois, tu peux pas délimiter. Après lui, il fait son truc et tout. Non, il faut le surveiller. C'est chiant bien quoi. Sûr. Mais bon, effectivement, elle tient une maison très propre et son grand-père est plutôt content de la voir et de lui transmettre bien les cendres de son bébé. Oui, et c'est là où on a deux philosophies qui s'opposent dans cet épisode entre Fuji et Mariko, et c'est un thème, en gros, un des thèmes de l'épisode, c'est à quel moment tu t'avoues vaincu et tu baisses les bras, à quel moment t'arrêtes d'essayer. Ouais, de fou.
Et on peut le comprendre, hein, Fuji a traversé des choses horribles, n'est-ce pas? Mais quand elle reçoit du coup l'urne de son mari et de feu son fils, elle réexprime à Hiromatsu qu'elle a hâte, une fois que son rôle auprès de Toranaga est fini, auprès de Lanjin, elle a hâte de mourir. Et Hiromatsu lui dit en fait, c'est pas forcément la fin. Pourquoi ne pas vivre aussi continuer à vivre. Et c'est ensuite qu'on voit, et bon, elle exprime quand même ses doutes sur la possibilité d'une victoire, on la comprend parce que c'est mal barré. Oui. Mais on la voit ensuite s'entraîner au combat dans la forêt et du coup elle a pas baissé les bras, et s'il doit y avoir bagarre, on pourra compter sur Fuji-sama. Donc franchement j'étais là, yes girl, je l'adore, j'espère tellement qu'elle va pas mourir. En plus c'est vrai qu'on a tendance à oublier qu'elle sait se battre. On sait que Mariko, on l'a vu dans les flashbacks de l'épisode d'avant, on sait qu'elle sait se battre, mais Fuji-sama, Fuji-sama depuis le début de la série elle est vraiment vraiment en scred, et il y a un moment où elle va se réveiller je pense, et un calibre dans une main, c'est un genre de lance dans l'autre alors comme ça. il s'agit d'un nagatana, c'est une sorte de hallebarde qui n'était pas utilisée qu'au Japon, mais celle-ci particulièrement c'est un nagatana, donc une sorte de hallebarde japonaise, et qui permet en fait c'est aiguisé comme c'est une lame de katana en fait, qui est un peu recourbée comme une sorte de sabre pirate, et qui permet surtout d'attaquer à distance. C'est très, ça fait très moine Shaolin qui se tape avec un bâton et tout. Et on voit que Mariko aussi, c'est avec ça qu'elle s'entraînait. Donc peut-être que traditionnellement, les femmes se battaient moins au corps à corps avec des sabres et plus à distance. Mais je pense que si elles ont toutes des dagues cachées dans leur kimono et tout machin, donc mais dans tous les cas, de voir la bagarre. Dans tous les cas, ça doit faire mal, quoi. Oui, ça doit faire mal. Et on voit que Fuji, elle est un peu rouillée parce qu'aussi elle est blessée, hein. Elle a été blessée pendant le tremblement de terre. Mais du coup, elle décide de s'assouplir et de s'échauffer. Il y a Omi qui passe et qui la regarde de façon un peu cool. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où Omi, Fuji, ça pourrait être sympa? Tu vois, j'en sais rien. Mais non, parce que Fuji, il est sur Kiku. Non, Omi, il est sur Kiku. Mais Kiku, elle va peut-être partir faire sa vie. On en parlera. Bah oui, on en parlera parce que. C'est pas sûr qu'il va pouvoir se marier avec Kiku s'il survit à tout ça, ce qui est déjà à voir. Et Omi a aussi une petite scène, toujours au onsen, dans les sources d'eau chaude, avec Naga, où on sent qu'ils sont. Donc, moi, j'étais un peu dans l'épisode où Omi finit par. Enfin, dans l'épisode où Omi piège un peu Naga pour qu'il attaque les gars avec les canons, en appuyant sur son insécurité et son oh là là, ce serait vraiment bien que quelqu'un fasse un gros coup. Oh là là, si seulement. J'arrivais pas à savoir est-ce qu'il y a que de la manipulation entre eux, ou est-ce que il y a peut-être aussi une camaraderie, tu vois, sincère. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait l'air d'avoir une forme de camaraderie entre deux hommes à peu près du même âge, qui sont un peu la nouvelle génération de seigneurs, qui ont tous les deux grandi dans l'ombre, donc pour Omi de Yabushige et pour Naga de Toranaga bien sûr, et qui n'ont pas envie en fait de se laisser vaincre sans essayer quelque chose, et qui expriment leur frustration de est-ce que tu penses que Toranaga il a un plan, qu'est-ce qu'on va faire et tout. J'ai trouvé ça, surtout vu la fin de l'épisode, je trouvais que c'était chouette qu'on ait ce petit moment et que comme d'hab les personnages soient nuancés, quoi. Omi c'est pas juste un genre de Littlefinger qui va foutre la merde partout, même si bon il dit bien à Buntaro, t'as vu comment t'as vu comment un gars te fait mais je suis d'accord avec toi que la scène du bain elle est chouette. Moi il y a un vrai côté camaraderie et énergie du désespoir, quoi. Ils savent ce qui va leur tomber dessus, ils savent que globalement demain il y a très peu de chances que Toranaga ne se rende pas, parce que là il est encerclé et c'est globalement la hesse, et donc ils sont là, tu sais quoi, on va aller tout nu dans un bain, et ils partagent leurs inquiétudes. Peut-être qu'ils parlent de l'attaque finale de l'épisode. On ne sait pas si Omi, on voit pas Omi pendant l'attaque finale, on ne sait pas s'il était au courant. Grave. Mais peut-être que là encore, il a poussé Naga à prendre tous les risques et à faire un coup d'éclat. Donc on ne sait pas comment cette conversation a fini. Mais on sait qu'ils étaient quand même frustrés de. On va pas juste rester là assis sur nos fesses, littéralement le cul dans un bain chaud, à attendre que des gars plus vieux que nous décident que oui, on va se rendre et se faire seppuku, quoi. Mais depuis le début de l'épisode et même aussi de la série, mais on a vu globalement que Nabunaga, c'est bien Nabunaga, le fils Naga. de Naga Kado. Naga Kado. Pourquoi j'ai marqué Nabunaga? Mais attends, mais il y a aucune forme de respect. Nabu quelque chose, c'est le demi-frère Saiki, Nabu Natsu, je crois, quelque chose comme ça. J'avais juste noté Saiki. Et donc on voit que Nagakama, le fils de Toranaga, tu peux juste dire Naga, tout le monde l'appelle Naga. Donc Naga, on voit que Naga il est prêt, genre il a encore envie de faire une dingue. Oui, mais il a sa moustache qui a à peine fini de pousser, bien sûr il a envie de faire des dingues, tu vois, mais bon, on verra, mais parfois il faut s'abstenir de faire des dingues. Et il y a aussi un truc, moi je l'ai perçu peut-être comme ça, il y a un truc de Naga, je pense, qui court après la gloire, il court après l'honneur, et il entend
il entend son père parler de la guerre, il sait que son père Toranaga il a fait des trucs de fou, il entend son oncle parler de, bon avant qu'il parle de caca, mais il a entendu son oncle parler en bien des faits d'armes de son père et tout. Il y a un truc où, à mon avis, il veut être son daron, tu vois, il veut Bien être sûr, ce il gars grandit illustre, dans il l'ombre veut, du père et il pourra jamais atteindre la légende Toranaga, tu vois. Bien sûr qu'il y a Là- un truc de. Là il pourra peu, hein. Ouais. Si on raconte son histoire, ce sera pour d'autres raisons. Mais c'est quand même triste. Bref, Oui. on en parlera. Est-ce qu'on parle de ce bâton dansant? Tout à fait, tout à fait. Donc on va s'orienter tranquillement vers les rendez-vous de la journée de Toranaga. Oui, Voilà. son Parce agenda. qu'il a quand même 2-3 trucs sur son agenda. Et il dit, bon, au final, personne sait de combien de bâtons la vie nous laissera disposer. Donc oui, je vais faire mes rendez-vous comme d'habitude. Mhm. Let's go. Et du coup, on a un rendez-vous avec Lady Jean. Tout à Qui fait. est très important. Alors attends, c'est pas d'abord le rendez-vous avec Blackthorn Peut-être. Ouais. On peut parler direct de... Oui, on peut... parce que celui-ci sera plus rapide, je pense, à faire Yes. que le rendez-vous avec Jin. Donc il y a le donc comme dans l'épisode d'avant et dans beaucoup d'épisodes d'ailleurs, Toranaga est dans une forme de manspreading. Voilà, il est l'audience est ouverte avec ses énormes jambes écartées. Mhm. Et Et donc- souvent un faucon qui traîne dans le coin. Ouais, pourquoi pas, tu vois, un cheval, des sabres, on est là pour le kiff, quoi. Et toujours un drip, un style vestimentaire incroyable, des plus fameux. Là, il est assis. Et évidemment, qui vient, encore une fois, le gros relou, tous les matins. En jean Sama, Blackthorn, il est là en mode tu peux me donner mon bateau et mon équipage? I want my ship and my man. Non, mais bah, après, Mais là, il lui dit aussi que, mec, en fait, je pourrais t'aider peut-être Oui, si je voilà. pouvais accéder à mon bateau parce que c'est là. Je parle pas tout japonais, mais c'est la Hesse, on est d'accord. Là. Et il y a encore des trucs de traduction avec Mariko où Blackthorn dit à Toranaga en vrai ouais vraiment en bateau et je j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que enfin il lui demande est-ce que dans le conflit à venir et dans cette fameuse opération Crimson Sky est-ce que du coup il est question que moi je sois amiral de la marine machin et Et pourquoi j'ai tous ces cadeaux et tous ces honneurs si je ne peux pas m'en servir quoi? Ça me sert à quoi d'avoir des cocos, d'être comme tu dis chef amiral, général Grave. maritime et tout si en fait on me laisse rien faire pour vous aider? Et il insiste. Et donc Mariko, jusqu'à présent, dans cette scène, traduisait à peu près bien ce qu'il disait. Mais là, elle commence à... Quand elle voit, pardon, que Blackthorn insiste de fou, elle traduit. Et à la fin de sa phrase, elle dit « Calme-toi quand même, genre, je te Je déconseille... t'ai dit 2 fois d'arrêter là en fait. je te déconseille de continuer. » Et lui, il s'en fout. Il est là, il continue. Même lui, il commence à comprendre qu'en fait, au bout d'un moment, si on fait rien, on va mourir. Donc, Il est saoulé, que en je plus, vous manque de respect là tout de suite, c'est peut-être pas la prio quoi. C'est peut-être on Ouais. se sort les doigts, hein, on fait un truc. Et ouais, Ça marche pas, mais il essaye. bah, il essaie au moins de... Je pense que c'est peut-être le seul pour l'instant qui essaie de faire des trucs. Parce que Toranaga, on Ah non, voit... il y a Naga qui essaye de faire des trucs. Oui, non, mais on va voir que... J'ai dit, il essaye. C'est l'intention qui compte. Il y a peut-être Toranaga, il est en mode numbers dans sa tête là, en train Ah de. bah, il joue aux échecs en 8D, tu vois. Non mais et donc Blackthorn veut faire un truc, il demande son bateau machin, il dit bah moi je peux t'aider. Toranaga comme d'hab il est saoulé, il dit oh, j'ai pas envie d'entendre parler de ça, vas-y c'est bon. Il se lève et il tourne le regard. Il y a toujours ce jeu d'expression très bien dans la façon dont joue Hiroyuki Sanada. Je l'avais. Il y a un truc de ouais, il joue très bien le mec saoulé. Et il a pas le temps pour ses conneries et il le fait comprendre à Blackthorn. Blackthorn qui du coup s'en va. Voilà. Bon, il aura essayé. Hein. Euh, Il pourra réessayer demain. Hein. Mais attends, Buntaro, non, c'est à la fin de l'épisode qui vient. Bah c'est non, maintenant. on peut faire là le point Buntaro. Buntaro, qui qu'est-ce qu'il fait parce que donc Buntaro on était resté il est saoulé parce qu'il a essayé de Il a failli égorger Blackthorn. il a failli égorger Blackthorn durant gratos. l'entraînement avec Yabushige et là comment ça se passe du côté de Buntaro? Eh bien, il vient voir Toranaga et demande à ce que Mariko reste parce qu'il se trouve qu'elle est un peu concernée par sa requête. Il dit bon, Toranaga, moi je me bats avec vous jusqu'au bout du monde, je veux juste un truc. Comme là, on a des trucs à faire à partir de Juste demain. ça. Vas-y, juste laisse-moi buter l'anglais, s'il te plaît. Laisse-moi buter l'anglais, s'il te plaît. Laisse-moi buter l'anglais. Toranaga, il l'aime, mais pourquoi tout le monde veut buter l'anglais? Et il dit bah déjà parce qu'il fait semblant d'être dans ta team alors que c'est juste pour se sauver le cul, ce qui est un peu le cas de Pour tout ses le monde, propres hein, intérêts, désolé. il dit ouais. Bah oui, mais bon, qui ne ferait pas de même à sa place, tu vois? Je suis là, qui n'est pas là pour ses propres intérêts? Au bout d'un moment, t'as vu Yabushige à ce moment-là va buter Ouais, Yabushige ou Omi, mon gars. Hein. Enfin, je trouve qu'il est moins là pour ses intérêts que le sont par exemple les Portugais. Oui, mais et puis de toute façon, enfin, l'un n'empêche pas l'autre, il peut servir ses propres intérêts en aidant tout à Toranaga, et c'est d'ailleurs ce qu'il essaye de négocier. Tout à fait. Mais surtout, Buntaro dit je n'aime pas comment il regarde ma femme. Et là, Ah là là Mariko, là là elle est en là. mode this bitch, c'est ok. Mais là, il y a vice de procédure parce que si t'accuses l'un, t'accuses l'autre. Et L'infidélité, oui. ça se fait à deux.
Donc Toranaga, il est là. Tu veux tuer Anjin pour Nani Nana avec Mariko. Donc on tue Mariko pour Nani Nana avec Anjin. Et Buntaro, il est là. Non, non, pas cette partie. Toranaga, il fait bah c'est la règle. Hein. J'ai vraiment cru qu'il allait dire ouais, je m'en bats les couilles. On tue non. On rappelle qu'il la tient en otage et qu'elle peut pas se suicider par sa faute. Du coup, oui, mais dans sa tête, c'est lui qui la garde en vie, tu vois. Il veut pas qu'elle meure. Il espère juste qu'un jour elle va. Bah oui et non, parce qu'il dit quand il en parlait à Toranaga avant que celui-là, que Toranaga l'oblige à prendre une semaine off, il exprimait quand même qu'il espérait qu'au fil du temps elle sorte de son trauma aussi, tu vois, et qu'elle elle s'attendrisse par rapport à lui. Je pense qu'il aimerait bien un monde où Mariko l'apprécie. Ça demande de Stockholm en fait, finalement. Un peu, oui. Parce que là, il a une femme vraiment glaciale qui, tous les ans, lui dit est-ce que je peux me suicider, s'il te plaît, plutôt que de vivre avec toi, tu vois. Elle préfère aller ken un anglais qui se lave pas. Mais si, c'est bon, elle l'a vu se laver. Ouais, cool, elle l'a vu se laver une fois. Plus que Michou. Waouh. Je pense que il décale. Alors, non, c'est bon, du coup, on peut. Du coup, Buntaro dit ah bah non, si c'est comme ça, non, c'est bon. Et ouais, globalement, Toranaga. En fait, Toranaga, je le trouve très fort dans cet exercice de se cacher derrière l'administratif et derrière la bureaucratie, la bureaucratie, en l'occurrence, plutôt les lois de l'exécutif à l'époque. Parce que Toranaga, il va exactement là où il veut aller, c'est-à-dire je vais laisser Mariko baiser l'anglais et Buntaro dans son seum. Et il le fait très bien en se cachant derrière c'est la loi, c'est pas moi, c'est le système. Oui. Blâme le système, ne blâme pas moi. Et Buntaro, il est là genre don't hate the player, hate the game. Buntaro, il hate the game de fou parce qu'il s'en va encore une fois. Oui. Et Mariko dit par contre moi je veux toujours me mourir hein. Enfin lui il a dit non mais je peux me suicider là. On peut en finir là s'il vous plaît. Et c'est là où j'en reviens à peut-être que Toranaga est tellement sûr de lui qu'il se rend pas assez compte à quel point tout le monde pète un câble de plus en plus dans son entourage et ça risque de lui... Moi j'ai un peu peur que ça lui pète entre les doigts du coup parce que là ça lui pète c'est un autre moment où il perd son calme. C'est quand Naga manque d'accepter l'ordre de seppuku et quand Mariko lui tend une dague en lui demandant la permission de se suicider aussi. Il donne un grand coup dans la dague, il l'envoie valser parce que lui non plus veut pas qu'elle meure. Mais peut-être mon gars, si tout le monde autour de toi veut mourir, pose-toi des questions sur rassure-les peut-être un peu, tu vois. Ouais, et il y a ce truc qu'elle dit souvent Mariko quand elle s'adresse à Toranaga, c'est j'ai été une fidèle serviteuse servante. Serviteuse. Waouh, je vais reprendre un café après moi parce que c'est dramatique. J'ai été une fidèle servante et j'ai toujours servi le royaume et Toranaga machin et tout. Et enfin, ouais, comment dire, je sais pas je sais pas où doit s'arrêter son service et à quel moment est-ce qu'elle peut prendre des décisions elle-même, je pense peu. Elle appartient à son mari, donc de base, elle appartient à son seigneur Toranaga et à son mari. Donc super, a priori elle va pas être indépendante tout de suite. Hein. Mais donc je pense que Toranaga, je perçois leur relation, je percevais jusque-là leur relation comme globalement bien, et j'avais tendance à penser que Toranaga se rangeait un peu du côté de Mariko parce qu'il joue en 4D, mais en fait, de plus en plus je vois Toranaga, alors déjà Buntaro évidemment il la traite comme un objet, hein, il la bat, et Toranaga j'ai aussi l'impression qu'il exploite Mariko de fou, et je pense que pour Toranaga tout le monde est un pion, tout le monde est quelque chose dont il peut se servir, surtout maintenant qu'il est acculé, tu vois. Et c'est la frustration que tout le monde ressent, c'est pourquoi tu n'utilises pas tout ce que tu as à ta disposition pour au moins essayer. Et en fait je pense qu'il le fait, mais il utilise les gens et pas le gros bateau de Blackthorn. Le gros bateau. Ceci n'est pas une métaphore. Et ça reprend un peu la discussion entre Hiromatsu et Fuji de peut-être que tu peux trouver un nouveau sens à ta vie et faire quelque chose du temps que tu as ici plutôt que de juste attendre la mort, tu vois. Donc je pense que tout comme Hiromatsu veut pas que Fuji meure, Toranaga veut pas que Mariko meure, mais pas que pour des raisons de sympathie personnelle. Oui, c'est aussi parce que c'est... Stratégiquement, c'est intéressant, quoi. Oui. Et d'un autre côté, il est à l'aube de peut-être perdre la guerre et un de ses meilleurs généraux vient lui dire je crois que ma femme, elle me trompe et tout. Enfin, je comprends que ce soit là... On s'en fout. Buntaro, on s'en fout. Réglez ça entre vous, je m'en bats un peu la race. Alors non, parce que s'il leur dit régler ça entre vous, Buntaro il est là en mode d'accord. Non, mais il doit quand même demander la permission parce que Enjin il est Hatamoto de Toranaga, donc il peut pas aller le buter comme ça, tu vois. Mais je pense que il y a aussi un côté, on peut en reparler dans une semaine peut-être. Quand on n'est pas tous morts. Il doit être saoulé Toranaga. Déjà, il doit réfléchir à est-ce que demain je me rends. Et là, tout le monde vient lui parler en mode lui, il a volé mon truc. Et moi, je peux me suicider ou pas? C'est demain que je me suicide. Des enfants là, des enfants, tout le monde, vraiment, genre, débrouillez-vous. Heureusement, son dernier rendez-vous va être
plus intéressant que Buntaro qui vient chouiner, puisque Lady Jean lui avait fait une remise sur une semaine de Kiku pour son frère. Super, il est ravi d'avoir payé, parce que du coup son frère il la lui a bien mis dans le cul aussi, si je peux me permettre. et en échange de cette remise, il accorde un rendez-vous qui dure le temps d'un bâton dansant à Lady Jean, la chef locale du monde quartier des Souls, plaisirs, n'est-ce pas et c'est mon moment préféré de l'épisode, vas-y. avec le dîner. Mais non, vas-y. J'ai beaucoup parlé, vas-y. Ah non, mais j'ai beaucoup parlé. Qu'est-ce que Lady Jean vient lui demander ? Pourquoi elle fait cette audience ? En gros, donc... Sachant qu'on est de nouveau sur un sujet qui n'est peut-être pas la prio. C'est pas la prio du tout, mais elle le tente. Mais elle a vu une brèche, elle s'est dit, tu sais quoi, je vais demander à Toranaga, c'est maintenant ou jamais, parce que de toute façon, demain, il sera mort. Oui, s'il signe le papier maintenant, voilà. Whatever happens, moi, je pourrais dire... le maire précédent, on m'a dit, c'est bon... Donc, souvenez-vous, à l'épisode précédent, nous parlions des quartiers du plaisir, et donc notamment, effectivement, du truc des Ladies of the Willow, je crois. Et donc, les quartiers du plaisir s'appellent... J'ai le nom en plus, bref, j'avais noté le nom. Oui, il est où Je suis dead. Mais, les Yukaku, pardon. Et donc, on est là, en fait, dans une situation où Lady Jean... Elle a son truc qui fonctionne bien. Il y a en plus une sorte de secret où ce qui se passe au quartier des plaisirs reste dans le quartier des plaisirs. Ça ne me concerne pas que lui fasse l'amour avec une telle et que lui machin et tout. Et elle a envie d'expansion. Elle a envie de plus. Elle a de l'ambition. Elle a de l'ambition. Et là, on en est au moment où effectivement, on avait parlé dans l'épisode d'avant, les courtisanes ne sont pas encore des geishas. Puisqu'elles sont soit des oiran, soit des taïus, qui dépendent de à quel niveau elles sont éduquées à, non seulement aux faveurs sexuelles, mais aussi à servir le thé, plein de choses, et les arts et tout. Donc... Et il y a un autre terme qu'elle utilise, Lady Jean, dans cet épisode, qui est, je crois, ukureme, ou ukure, ou je sais plus, c'est ukumere ou ukureme, qui désigne vraiment prostituée, fille de joie, donc qui doit être... ce nous on imagine quand on pense à des prostituées en 1600, donc vraiment pour le coup qui n'ont pas un rôle noble du tout qui dans est la pas société, anobli et qui est clairement pas gradé quoi. C'est pas des courtisanes, c'est des prostituées. Donc il y a aussi ce terme là qui est mentionné dans l'épisode. Et ça c'est toi qui m'en parlais à l'épisode d'avant aussi, mais voilà, il y a un truc qui je crois est décrit un peu dans le bouquin, tu m'avais dit, que donc Lady Jean veut continuer à développer cette activité là et transformer les quartiers du plaisir et les courtisanes en geisha, et donc justement permettre que tout ça soit plus encadré, parce que là c'est juste un truc qui est fait dans la forêt et voilà, les gens ils baissent dans les arbres et voilà. C'est pas vraiment ça, mais on a quand même vu que c'était très joli. C'est très joli, mais ça reste, c'est pas, ça reste un bésodrome construit dans la forêt. Ok. Bah non, mais c'est un très beau bésodrome. C'est un village, qu'est-ce que tu veux, ils vont pas construire un immeuble. Mais là, ce qu'elle demande, c'est elle veut un quartier entier dans la nouvelle ville que Toranaga est en train de faire construire, qui s'appelle Yedo, je crois. Ouais. Donc elle veut un yukaku. Elle veut partir à la capitale. Elle veut son propre yukaku. Elle veut et Toranaga, je me souviens plus d'ailleurs de ce qu'il lui répond. Est-ce que tu te souviens? Toranaga lui répond que c'est pas une mauvaise idée, mais que c'est pas sa prio là tout de suite. Oui, il a d'autres chats à fouetter là tout de suite. Quartier. Et oui, et il y a aussi un côté où elle dit donner un endroit pour les courtisanes âgées ou en train d'être de vieillir comme moi, vieillissantes, pour que nous puissions continuer à vivre dignement et à pratiquer nos arts et tout, parce qu'il y a aussi ce côté Kiku, le jour où sa beauté elle est fanée, il n'y a pas de système de pension de retraite pour les anciennes courtisanes, donc peu. Sauf si, j'imagine, tu te fais... tu vois, il y a Saeki qui dit à Kiku je vais te faire venir, tu seras ma nouvelle concubine et tout, mais si tu restes juste courtisane, il y a un moment où t'as pas de possibilité d'avenir, à part à devenir Lady Jean, mais tout le monde peut pas devenir taulière, ça ferait beaucoup de maisons. Donc elle veut aussi donner réinventer un peu la façon dont la société perçoit ces femmes et leur offre des opportunités, ce qui est finalement grande féministe, Lady Jean. Elle est déconstruite, hein. Oui, tout à fait. Oui. Et c'est pas sa requête à Toranaga qui compte plus que ce qu'elle dit quand sa requête est refusée et que son bâton dansant du coup s'est épuisé. On peut peut-être faire un petit point vent ou dire tu restes le temps d'un bâton dansant entre eux, t'es dans une pièce fermée où il n'y a pas de vent et où du coup ça se consume pas plus vite que ça, et t'es dans une tente où il y a du vent et il pleut et tout. J'étais là, c'est triché son bâton dansant. Il va vraiment durer 2 c'est minutes, comme si t'as la clepsydre dans Fort Boyard mais tu fais un trou dedans, tu vois, ça va couler. Mais après je pense que l'avantage c'est que c'est des petits bâtons de citronnelle, donc ils n'ont pas de moustiques. Ça c'est vrai. À mon avis c'est ça. C'est vrai. Et ça compte. Bah ouais, quitte à ce que ça dure 2 minutes et que dans tous les cas on refuse ta requête, au moins t'as pas de bouton de moustique. Très peu de présence d'insectes dans Shogun, à part les mouches sur le faisan. Je pense qu'on a assez de trucs d'aigle, il n'y a pas besoin de cafards en plus. Et donc effectivement, lorsque le bâton dansant s'épuise,
elle a ce trait d'esprit et cette. Enfin, en vrai, elle outrepasse le temps qui lui était, qui lui était alloué pour dire à Toranaga, en fait, pour vanter un peu les mérites de Toranaga et surtout lui faire comprendre que bah, c'est pas forcément perdu d'avance. Et il y a une autre façon de voir les choses. Et tout dans la métaphore, hein, tout dans les. Enfin, elle lui dit pas Oui, directement. parce que Toranaga lui dit mon destin est déjà tracé, je n'aurai pas le temps de m'occuper de créer un quartier des plaisirs, je vais vraiment mourir. Et elle dit que elle, son destin, donc elle est née très pauvre, elle était prostituée, orpheline, etc. Et qu'elle a réussi à. Elle dit le destin n'est utile qu'à ceux qui savent le manier, comme on manie une épée. Et elle lui dit pas tout n'est pas perdu. Elle lui dit je sais que t'as un plan. Ah oui, dit, c'est vrai. je sais que tu fais semblant que tu vas être mort demain, etc. et tout. Mais moi, je pense pas. Je pense que t'as un plan. Et c'est ça qui est important. Et c'est ça aussi que. Après, je te demanderai pourquoi est-ce que c'est ta scène préf, parce que je suis curieux de fou. Mais moi, perso, ce qui m'a marqué dans cette scène, c'est effectivement le fait que, en l'espace d'un seul bâton d'encens, d'où le nom de l'épisode, le temps d'un bâton d'encens, on comprend. Enfin, ça pose la pierre de ok, en fait, c'est ce bâton d'encens qui va aussi faire que. Enfin, qui va. Ça veut dire que ce moment, il est important. Ouais, c'est la première étape dans le plan de Toranaga et dans sa réflexion. On sait qu'en fait, il fait crâner, il réfléchit, mais il sait déjà ce qu'il va dire, quoi. Il sait déjà très bien ce qu'il va dire, je pense. Enfin, j'ai l'impression. Oui, bah, il s'attend pas forcément à ce qu'elle vienne lui proposer de créer un nouveau quartier et tout. C'est vraiment une bonne idée pour le coup. Il l'avait pas forcément pensé. Mais surtout, il s'attend pas à ce qu'elle ait compris. Ouais. Et peut-être ça a l'air d'être la seule à vraiment avoir foi dans t'as un plan. Et je le sais parce que moi-même j'aurais jamais dû m'en sortir et je m'en suis sortie, donc je sais voir les gens qui font semblant, comme on a dit, qui font semblant d'être faibles là où ils sont forts, et du coup je sais pas comment ça va se goupiller, mais pour moi le fait qu'on voit Toranaga ordonner aux gens qui notent son testament de lui accorder ce qu'elle demande, parce qu'il lui met de côté un quartier entier de la nouvelle ville. Il l'écrit sur le testament. Il l'écrit sur le testament, et c'est vraiment pas un truc qui normalement... Enfin, tu vois, genre normalement il a d'autres chats à fouetter la veille de se rendre que d'accorder un quartier des plaisirs dans une ville qui existe même à une taulière de bordel d'un village de pêcheurs, tu vois, c'est aussi ça, c'est que bon, on n'est pas dans les trucs les plus importants, mais pour moi, puisqu'il lui accorde, ça veut dire qu'elle a raison, qu'il respecte son intelligence. Et je trouve, j'aime bien aussi le truc un bâton d'encens de temps, le stick of time, parce que c'est aussi le thème de l'épisode. Tout le monde essaye de s'acheter un bâton d'encens de plus, tu vois, une heure de plus, parce que tant que c'est pas fini, c'est pas fini, tu vois. Lui, il dit, on ne sait pas combien de bâtons il nous reste, donc autant, je vais prendre ce rendez-vous, on sait jamais, tu vois. Tout le monde essaye il gratte, là je vous donnerai la réponse demain au coucher du soleil, machin. Tout le monde essaye de gratter du temps. Et donc, je trouvais que ça marchait bien aussi comme métaphore filée. Ah non, mais trop bien. Et j'avais effectivement pas vu ça avec cet angle-là ouais, tout le monde essaie de gagner du temps jusqu'à ce que le bâton se consume. Et le bâton va se consumer dans tous les cas demain soir, puisqu'il faut que tu donnes une réponse. Et on arrive donc à la réponse de Toranaga. Alors, attends, parce qu'il y a quand même un truc d'ambiance. Toranaga, il est assis en mode naninana. Là, attends, je l'ai. Ne me dis pas, ne m'aide pas. J'ai pas besoin de. J'ai rien dit. Pas besoin. Saeki, évidemment. Il arrive avec toute son armée. C'est pas juste, il va le voir et lui dit bon, frérot, ta réponse c'est quoi? Il arrive avec toute son armée. Il a juste pas remis le gros casque. Il a remis son drip, j'aurais adoré, tout gris clair là avec la fourrure et tout. J'étais là, BG. Donc on rappelle qu'ils sont toujours globalement, enfin le clan Toranaga est toujours en fait pris en otage parce qu'ils sont encerclés et tout. Et Saeki vient le voir et lui dit quelle est ta réponse formelle? Toranaga, je me rends. Il lui dit je me rends et je me rendrai à Osaka pour faire face au conseil des régents et donc par extension évidemment me seppuku et j'accepte la punition de sacrifier la moitié de mon armée et la moitié de ma lignée qui doit se seppuku aussi. Voilà, il accepte sa reddition et en mode méga digne, en mode quoi qu'il arrive nul ne peut outrepasser les volontés du royaume et tout, en mode moi je sais que je ne suis pas plus important que la loi, et même si tout le monde me suce un peu le zob, moi Toranaga bien sûr je vais au-devant du conseil des régents très dignement. Et t'es là, mais en fait quand on y réfléchit bien, donc on va reparler juste après de la réaction de tous les gens présents, parce que dans cette scène tout le monde est choc-barre, tout le monde est là. Il y a Bushige, il y a Omi, il y a tout le monde vraiment. Tout le monde est un peu concerné puisque tout le monde va potentiellement mourir, donc bon. Oui. Et il y a Blackthorn également qui lui ne comprend pas, et à un moment Mariko lui dit il a dit qu'il se rendait, voilà. Et mais j'y pense maintenant, tu vois, mais en fait, le oui, c'est la seule réponse possible de Toranaga à ce moment. S'il dit non, il se fait éclater. T'as vu la taille de Age of Empires 2? Il se fait éclater la tête s'il dit non.
Donc forcément qu'il va dire oui. Et je sais pas s'il a un plan ou s'il dit oui parce qu'il est obligé de le faire. C'est ça qui me... Il gagne 1 heure de plus. Il gagne un Oui, bâton oui, de oui, plus. il gagne un bâton dans son, t'as Et raison. on verra très vite dans la dernière scène de l'épisode qu'en très peu de temps, il peut se passer des choses qui renversent Oui. un petit peu les rapports de force. Qui renverse. Ouais, qui Et renverse. ça- Qui tombe à la bascule. On peut dire que Toranaga joue, selon moi, sur un terrain glissant. Ouais. Et bah juste avant de passer à cette dernière scène, puisqu'on y arrive là, donc c'est le moment où Blackthorn il part, il fait son petit caprice. Oui, tout à fait. Quand il se rend compte que Toranaga est en train de se rendre, en plus selon lui, sans avoir tout essayé, tu vois. Il se lève, il dit Yabushige-sama, Omi-sama, Buntaro-sama, tout le monde, tous les sama. Alors non. Il salue que... Alors, moi, Non, pardon, il salue Yabushige. Ouais, il y a Yabushige et Omi. Il salue Ok. il salue pas Buntaro. Et selon moi, ça a de l'importance qu'il salue que ces deux personnes-là. Parce que peut-être, je me dis que c'est les deux seules personnes, soit pour qui il a du respect, je sais pas, mais voilà, peut-être que c'est les deux pour qui il a du respect, parce qu'en plus, il bosse avec eux, il leur a appris les canons à se battre, machin. Soit il les salue parce que c'est les deux seules personnes qui ne sont pas au courant du plan secret. Peut-être que c'est Toranaga qui a demandé à Blackthorn de faire une scène, tu vois, de Oui, se oui, lever et peut-être, machin. hein. Et peut-être que du coup, quand Blackthorn il se lève et il dit Yabushige, Omi, machin, il les salue. Peut-être que c'est en mode, ok, vous savez pas, mais vous inquiétez pas. Oui, peut-être que c'est un signal. Ouais. Peut-être que c'est juste l'énergie du désespoir de bon, bah de toute façon, on va tous crever. Et il salue les pas Buntaro. connards. Il salue pas Non, Buntaro. pardon, il salue pas Buntaro, Buntaro. on l'emmerde. Je suis désolé, mais c'est le plan. Voilà. Mais Yabushige, à la base, il le déteste aussi, mais Mais il on le l'aime respecte bien. plus que Buntaro. en On tout cas. l'aime bien. Et donc, pardon, je t'ai coupé, mais tu disais que donc il se lève. Non, bah c'est il bon, salue, c'était le moment auquel je faisais référence, où il fait son caprice et où tout le monde l'ignore vraiment quand il s'en va. Mais Blackthorn s'est barré. Ouais, Où on est-ce sait pas qu'il où. Est-ce qu'à un moment il disait en fait je pourrais rejoindre mon bateau à la nage et tout machin. Peut-être début d'épisode suivant, Blackthorn il arrive avec son bateau et ses canons là. Non, en mais mode, en Y. C'est possible. Et donc évidemment tout le monde s'en bat les couilles. Blackthorn il fait sa scène en mode oh là là, bah, toi t'es un lâcheur et tout, t'abandonnes et tu condamnes tes troupes et machin, et il s'en va. Et Saeki il est là en mode reprenons. Donc Oui. Bah en plus il parle en anglais donc vraiment Oui. pas grand monde comprend quoi. À Bah, part Mariko. mais en fait ça me effectivement fait sortir un peu de l'idée que ce serait un plan. Bah non. Il le dit en anglais parce que je me dis, si c'est un plan de Toranaga et qu'il a demandé à Blackthorn de faire une scène machin, bah tu lui apprends 2 phrases en japonais pour faire la scène, tu vois. Mais c'est peut-être trop cramé. Donc du Bah coup, ouais. ah Et peut-être qu'il parle mieux japonais que ce qu'on croit comme j'ai dit. c'est compliqué, c'est compliqué. Time to Kiku. Time to Parce que donc Saeki Oui, est tout à vainqueur. fait. Voilà, Voilà. super. Toranaga va se rendre. On va tous se mettre en route pour Osaka demain. Petite dernière soirée au bordel avec Kiku. On l'a payé pour la semaine quand même. Ça serait dommage de pas en profiter. Exactement. Petite pratique un petit peu BDSM sexuelle. On Voilà, est- une forme d'auto-asphyxiation Ouais. érotique. On est sur une forme de laisse. C'est-à-dire que Kiku tire. Ouais, elle tient Saeki en Ouais. laisse afin de réduire le flux d'air et comprimer la Oh. gorge peut augmenter le plaisir. Et lui, il est donc dans une forme de. Voilà, s'il fallait. Lui kiffe. Hein. Lui, il kiffe. Il est dans une forme de position par derrière, dira-t-on. Et à un moment, dès qu'il a terminé, j'aime bien dès qu'il a terminé, il s'en va en mode pff, ça y est, c'est bon, Ouais, je me casse. vraiment, il s'en fout. l'écarte et tout. Il s'en fout. l'écarte, genre c'est bon, casse-toi, objet. Il va s'éclater une chopasse de saké, mon gars. Il boit à la bouteille. Il boit ce qui en plus ne. Même Blackthorn, il le fait pas. Ouais. Ça. Et donc il boit à la bouteille le saké avec encore une fois la bite à l'air. Et c'est là que Kiku lui dit tu sais, t'as l'air de kiffer un peu peut-être qu'on pourrait. J'ai des objets hein, qui peuvent être pour améliorer ton plaisir. Et lui il est là en mode montre-moi, vas-y. Et Ce là, qui, franchement, alors de mon expérience, un homme qui vient d'avoir un orgasme, il est pas intéressé immédiatement par continuer avec du cul. Tu vois, genre, c'est direct en post-orgasme. non, mais je suis d'accord. Tu veux explorer ta prostate? Je pense que c'est genre. Non, là, j'ai envie de Après- faire un kebab, je pense. Ah, là, bah, il immédiatement. n'y a pas de kebab. Et qu'est-ce que t'as d'autre à faire à ce moment-là à part Mais boire un du petit saké? bol de riz avec du poisson grillé, tu vois, du saké. Et puis, non, mais t'attends, Non. mais c'est. Écoute, Saeki est très vigoureux. très Autant, en forme. autant Ken, hein, je veux dire. Enfin, on a rien à foutre. On Autant meurt, Ken. on meurt demain. Elle meurt demain. S'il faut Kiku, elle Est-ce meurt que- demain. Kiku, elle est au courant. Et ben là, c'est le moment de Parce que c'est bien pratique de sortir de la pièce Ouais. à ce moment-là. C'est le moment. Alors, c'est possible qu'elle soit au courant et c'est possible que tout ça soit un plan. Parce que nous, là, c'est le moment où, en voyant l'épisode, on s'est dit, ok, elle va pas prendre un sextoy du tout, elle va l'empoisonner. Ou elle Ouais. va lui ramener un thé avec du poison dedans, machin. Elle va faire une dingue. Et en fait, elle fait pas de dingue. Juste, elle s'en va de la pièce et quelqu'un d'autre rentre dans la pièce à sa place. Tin, tin, tin.
C'est non, C'est Naga. Nabunaga. Non, pourquoi j'ai Naga. Naga, putain, waouh. Nagadako le et fils ses de gars Toranaga. qui viennent attaquer Saeki au bordel en profitant du fait qu'il est désarmé dans Tout à fait. l'espoir de encore réussir à renverser cette condamnation à mort qui leur pèse dessus. Alors, en vrai, Comment ça se passe? c'est très bien, je pense, selon moi, d'avoir profité du fait qu'il était tout nu sur ses sabres pour l'attaquer. Parce que, en fait, au moins, tu profites, voilà, tu as l'ascendant. Naga, il arrive, il crie un truc, il fait genre. Et après, il met son sabre. Donc rappelons Naga qui vit là sa première vraie Oui. bataille. Première fois qu'il Ah non, mais va vraiment c'est peut-être tuer triste, quelqu'un. c'est triste pour lui, putain. C'est tellement Waouh. triste, miskin. Donc il sort son sabre, il se met donc à l'agiter, effectivement, à vouloir taper, à vouloir découper Saeki, Son tonton. son Donc, on est tonton. dans très Game of Thrones, hein, encore une fois. C'est Ouais, très mais- guerre intestine, Shakespeare, le roi lion, quoi. Mais bon, après ton tonton va tuer ton papa, donc. Le roi lion. Ouais. Spoiler, J'avoue, désolé, c'est hein, Scar. mais... c'est Scar. Simba. Putain, c'est vraiment le roi lion. Naga part loin et ne Non, mais revient jamais. C'est le royaume c'est le roi lion du Japon féodal en fait cette série. Sachant que le roi lion, c'est le Hamlet de la savane, donc bon. Mais non. Waouh. Donc il se passe des trucs, voilà machin. Saeki qui est toujours en peignoir avec globalement un gros shot de saké dans le gosier là, il vient de le prendre. Il recule, voilà, il rampe un peu par terre, il tente de ramasser son sabre, il galère. Et en fait, Naga, il a l'ascendant. Naga, il a un sabre. L'autre, il est par terre. Naga, il va gagner. Naga, il a vraiment. L'autre, il a la tube à l'air quasiment. Il a la déterre. L'autre, il tombe. En plus, il s'est fait mal en tombant. L'autre, il reste par terre. Saeki, il est dead. C'est ciao, c'est terminé. Il n'y a aucun moyen que Saeki, tu te sortes d'un combat où tu es en peignoir, la bite à l'air, et l'autre, il a un sabre. On peut dire qu'il n'a plus de bâton. Et donc Bref. Et donc, en fait, là où on pense, et je trouve un retournement de situation que j'ai perso pas vu venir du tout et que je trouve trop bien, qui fait très Game of Thrones. Là où on pense que c'est cuit pour Saeki et que en fait Naga il a gagné quoi. En fait Naga, en voulant asséner le dernier coup de sabre, il prend son élan, il lève le sabre et là, souvenez-vous en arrière, on a vu la pluie sur les cailloux et on s'est dit ça glisse un peu peut-être. Naga glisse sur un caillou et il s'éclate l'arrière du crâne immédiatement sur un caillou pointu et il perd 10 litres de sang. C'est extrêmement compliqué. Je suis pas médecin, mais Non. assez vite, c'est clair que c'est ciao. Tu peux lui filer vite fait du thé ou quoi, ou des petites herbes, mais à mon avis, c'est. Là, là, c'est mercurochrome, ça va pas suffire. Là, on est sur, on est sur Naga un qui trauma crânien. agonise dans la pluie, dans la mare, sous les yeux de son oncle qui dit. Qui se lève et qui se lève et qui dit où est la beauté là-dedans. Ouais, donc qui est pas en mode haha petit con et tout. Il a l'air aussi, je pense, de regretter que ça soit pas une fin à la hauteur du fils d'un seigneur, tu vois. C'est triste. Il voulait tellement se battre, il pensait tellement qu'il y avait de la beauté dans la bagarre. Il dit apparemment la première personne que tu tues c'est encore mieux que ta première femme. Mais oui. Et en fait il meurt là comme un con dans la nuit et la pluie. Pourquoi, tu vois? Je pense qu'il y a un côté, c'est du gâchis. Naga, miskin. Hein. Franchement, cette scène, moi perso, elle m'a. Je m'y attendais vraiment zéro. Et elle fait mal parce qu'en plus, il y a un long plan sur Naga où on le voit genre suffoquer, être là en mode. Ouais, c'est dur. Hein. C'est un peu deg. Et dans le bouquin, il meurt pas. Donc moi, j'étais vraiment choc-barre. Dans le bouquin, Naga, il meurt pas. Donc moi, j'aime bien quand les adaptations est-ce qu'il glisse aussi, les lecteurs et lectrices. C'est vraiment pas le même setting. Donc ça fait un moment qu'on diverge un petit peu du livre. Donc c'est pas la même scène trait pour trait. Juste, il meurt pas. Mais en tout cas, Naga ne meurt pas du tout à ce moment-là du livre. Et du coup, j'ai aucune idée de comment Toranaga va réagir. En ayant perdu son fils. Je sais pas s'il a d'autres fils, en tout cas en âge de se battre, pas qu'on sache, tu vois. Et on sait qu'il a une compagne qui est enceinte, qui est coincée dans le château d'Osaka, mais c'est tout. Et comme on l'a dit, il y a quand même un des rares moments de l'épisode où il a perdu son sang-froid, c'est quand il a cru que son fils allait accepter sa condamnation à mort. Donc il lui a quand même sauvé la vie, tu vois, dans cet épisode, même s'il était un peu excédé par le fait que son fils soit un peu un gamin. Je sais pas comment il va réagir à sa mort, tu vois. Et puis... Surtout, je pense qu'il va croire que Saeki l'a tué. Oui, et en même temps, il s'est fait attaquer, tu vois. Genre, je pense que personne n'en voudra de s'être défendu. C'est ta parole contre la mienne. C'est ça le truc. Oui, mais je veux dire, le gars, il était à poil dans la maison des plaisirs, les autres, ils ont des sabres et tout. Tu peux dire, oui, je me suis défendu, tu vois.
C'est pas. Je sais Tu pas. voulais que je fasse quoi? Que je me laisse faire seppuku par ton fils qui a à peine une moustache? Parce Genre, que je me évidemment, demande est-ce que ça aura un impact. C'est ça la question, c'est qu'il y a le fils de Toranaga quand même, qui est le fils de général, machin et tout, qui vient de crever. Dans quelle mesure est-ce que ça aura un impact sur l'arrivée de Toranaga à Osaka? Dans quelle mesure est-ce qu'ils vont stopper il va dire bon, je vous demande 3 ans de deuil réglementaire avant de reprendre les pourparlers. Mais Il non, faut mais juste faire durer le truc. Et est-ce que ça lui fera, je sais pas, une excuse, un truc. Enfin, je sais pas du tout quel impact ça aura Bah ouais, moi non plus. sur la suite. Et je trouve ça ouf. Et je vois clairement. Alors, moi, c'est ma théorie pour le prochain épisode, mais on va. Ouais, à mon avis, Toranaga va croire que c'est Saike qui l'a tué. Ouais, mais c'est là où imagine, il y a dans le plan secret de Toranaga, Saeki il est inclus, tu vois, genre il sait qu'il doit faire Oui, semblant ce de le qu'on était là, trahir ouais, et tout. Bah quelle horreur de voir du coup Naga mourir juste parce qu'il était pas au courant des bails, tu vois, en fait mais c'est un peu tout le thème de l'épisode, c'est la patience, c'est ce fameux Oui, One tout à Stick fait. of Time, et Naga il est impatient et en fait il a pas fait confiance à son père sur le fait qu'il avait un plan, il a pas su attendre le lendemain. Il a agi trop vite et si ça se trouve il est vraiment mort pour rien, tu vois. Genre si ça se trouve il y avait genre Saeki il est dans leur team ou Non, genre mais oui, je Toranaga vois. il a un plan pour s'échapper pendant la nuit et tout, tu vois, et c'est vraiment genre ah on t'avait dit d'attendre. Si on devait mourir demain, qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Bah, De je pense moins. que de moins, on n'irait pas aller tuer Saike parce que sinon on glisse sur un caillou, quoi. Mais du coup maintenant que j'y pense à pourquoi Kiku elle est sortie, je suis sûre que Omi il est dans le plan. Je pense que Naga il a dit à Omi qu'il allait attaquer le bordel la nuit et Omi comme il veut pas que Kiku elle soit un dommage Il lui a collatéral, il a prévenu Kiku de Dans les bains, ils ont parlé de sort ça. à un Et ah moment. ouais. Ouais, je pense que t'as je raison. sais pas si Naga sait que Omi a mis Kiku au courant, et je pense que Omi il a bien fait en sorte de pas être là pendant l'attaque ouais, parce ouais. que lui il aime bien tout gérer de loin mais pas forcément s'impliquer trop physiquement. Mais je pense que c'est lui qui a prévenu Kiku de n'hésite pas à t'esquiver un moment quoi. Je pense qu'on est sur une forme de naninana. Ouais. Mais en fait, c'est cool parce que tu vois, plus les épisodes avancent, je trouve, plus j'ai du mal à anticiper les trucs. Comme Game of Thrones, et plus il y a de tiroirs dans les tiroirs. Et on se dit, peut-être que. Et il y a 2 personnages aussi, tu vois. Je trouve que c'est assez ballsy d'amener à l'épisode 7 sur 10 Saeki. C'est quand même un nouveau personnage important, tout comme amener à l'épisode 5 Lady Ochiba qu'on n'avait jamais vu avant. Enfin, il y a un côté genre, ok, il y a des nouveaux joueurs et joueuses qui viennent rebattre les cartes et modifier ce qu'on pensait. Enfin, on pensait savoir c'est quoi cette histoire. Et d'un coup, il y a Lady Ochiba. Et d'un coup, il y a Saeki. Et d'un coup, Naga il meurt. Donc je suis là, attends, mais 3 épisodes. Il reste 3 épisodes. Je tiens à faire une micro, mais après vous vous en foutez, hein, vous écoutez, mais il y a un arc-en-ciel, voilà. Ah ouais, voilà. Mais c'est le lobby LGBT. écoute, encore. il faut que je mette un petit peu de couleur dans ce, parce que il vient de mourir quand même. Naga vient de mourir, donc les arc-en-ciel, on est content. Est-ce que t'as d'autres choses à dire sur cet épisode, Nodus? Non, en vrai, je l'ai vraiment bien aimé. Comme je l'ai dit au début, voilà, mieux que l'épisode d'avant. Mais par contre, j'ai cette impression que à chaque épisode, je suis là, genre, vas-y, c'est la transition, ça se prépare à la guerre, ça se prépare. Là, ça fait quand même 7 épisodes qu'on se prépare. C'est intérêt à péter de fou, hein. C'est intérêt à maxi péter. Et j'ai vraiment hâte de voir le plan de Toranaga. Et je sais qu'il a un. Ouais, en vrai, je suis encore plus chaud. Et c'est la mort d'un perso important quand même. C'est la mort du fils de Toranaga, donc ça va forcément avoir un impact. J'ai envie que Saike meure. J'ai envie que. J'ai hâte de voir comment ça va se passer à Osaka, quoi. Et est-ce que tu tiens à ce que ça soit un peu du grand spectacle, ou est-ce que si par exemple c'est un truc plutôt d'infiltration, tu vois, dans le château, est-ce que tu tiens à ce qu'au bout d'un moment il y a des canons et des trucs qui pètent et des grandes batailles, ou est-ce que si c'est une ombre dans le château qui fait et qui bute par exemple Ishido, ça serait satisfaisant quand même pour toi? Alors, je pense qu'il y a 2-3 infos qu'on a eues durant la série qui n'ont pas encore été pleinement exploitées, notamment le fait que Buntaro est un excellent tireur. Et ça, on l'a vu, ils ont vraiment mis une emphase dessus. Et donc, ça m'étonnerait pas que durant l'assaut à Osaka, si assaut il y a, on voit Buntaro tirer des flèches. Se rendre utile pour une fois. Peut-être même que l'information de Buntaro, il sait très bien tirer, sera utile si jamais il tire sur Blackthorn. Parce qu'en fait, on sait pas. Dans le chaos de la bataille, moi ça m'étonnerait pas qu'il tente un mouvement. Et en vrai, il y a aussi toujours le bateau, il y a aussi toujours les canons qui sont là et qui vont servir. Et donc, ouais. Et les Portugais? Qui se souvient de Rodriguez? Les Portugais, tout le monde s'en bat les couilles. Il me manque Rodriguez, il est où? Non, il est où? On s'en fout. Franchement, moi je m'en fous de Rodriguez. Ah non, mais là, mais on l'aimait trop. C'était le Yabushige marin.
Ouais, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Mais ouais. J'espère quand même qu'on va le revoir avant la fin. Même Moi... si là, effectivement, on en a plus rien à foutre des Portugais. Hein. C'est les trucs de catholiques, protestants et tout. Ah non, mais là, Plus personne. Déjà que pas grand monde s'y ce qui, intéresse. moi, m'arrange parce que j'ai moins de trucs à retenir voilà, moins de noms, moins de religions et tout. Donc, mais non, j'espère que durant ces épisodes finaux, parce que là, on arrive dans le tiercé final de la série, on aura une scène avec des canons, une scène avec peut-être des bateaux, tu vois. Et j'ai envie de voir le moment. Et moi, c'est ce moment que j'attends dans la série depuis le début, où les Japonais, donc les troupes d'Ishido, ils pètent un câble en voyant les canons et les bateaux qui arrivent sur eux parce qu'ils ont pas l'habitude. Okay. Et j'ai envie que ce moment pivot en mode Blackthorn il sert enfin à quelque chose, le bateau sert enfin à quelque chose, eux ils sont dépassés parce qu'ils ont une techno qu'ils connaissent pas, et enfin qu'ils maîtrisent pas autant que lui. Et Blackthorn peut dire à Toranaga, tu vois pourquoi je te demandais my ship and my men, regarde ce que je sais faire avec. Donc tout ça, je pense que moi j'ai envie que ça aille dans cette direction-là. Pour l'instant, toujours pas non plus de shogunnerie. C'est vrai qu'on a. Non, mais parce qu'il ne veut pas être shogun, Toranaga. Il faut qu'il le dise combien de fois, enfin. On va le faire porter un t-shirt. Je ne veux pas être shogun. Comme ça, il fait toutes ses réunions en mode arrêtez de me casser les couilles là. Je ne veux pas être shogun. Est-ce que tu veux faire un prono sur s'il y a une grosse mort à l'épisode prochain, c'est qui? C'est dur. Pour moi, c'est Fuji ou Buntaro. Ok. Mais Fuji, malheureusement, je la vois bien mourir. Parce qu'ils vont pas faire crever Mariko. Toranaga, non. Omi, non, je vois pas. Moi, j'ai une petite bille sur Yabushige qui a tout un discours dans cet épisode. Je veux pas, mais dans cet épisode, il dit à Blackthorn en fait, la mort me poursuit. Quand je survis à me faire à moitié seppuku dans les vagues, c'est pour me retrouver enfermé à Osaka dans le château. Quand on s'évade d'Osaka, c'est pour me retrouver en fait. Enfin, mon destin c'est la mort et elle me colle au talon quoi. Donc bon, notons que Yabushige n'est pas sûr d'avoir encore beaucoup de bâtons devant lui. Je pense qu'il va kiffer, il va en profiter de tous ces bâtons par contre. Notamment, bref, non. Bon. Allez. Mais non. Est-ce que toi t'as un prono du coup sur l'épisode qui arrive? Bah voilà, moi je mets une petite bille sur Yabushige, mais après je vais pas donner trop de pronos puisque c'est vrai que t'as lu le livre, n'est-ce pas? C'est vrai. Rappelons que rien de ce que je dis ici n'est un spoiler de la suite. Je suis capable de discuter en faisant abstraction de ce que je sais. J'ai aussi lu 3 livres depuis, donc j'ai un peu oublié. Et ben merci Nodius. Et ben merci. Pour ce nouvel épisode de débrief Shogun. Toujours trop content de faire ces débriefs en vrai. D'expertise Japon. Parce que j'arrive moi au débrief, je comprends 50% de l'épisode. Donc maintenant à chaque fin de débrief, je comprends tout. Donc ça c'est trop bien. Et c'est pour ça qu'on fait des débriefs. C'est pour ça qu'on fait ce qu'on aime faire quoi finalement. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un retour sur Shogun épisode 8. Pour rappel, sûrement que l'épisode 10 on le fera en live sur ma chaîne Twitch. Oui. Mais je vous tiendrai au courant. D'ici là, du coup, vous pouvez m'écouter parler du problème à 3 corps sur Twitch ou en podcast à partir de ce vendredi soir. Et me retrouver dans BFF et dans le Fab et Mimi Show, 2 podcasts dispo sur toutes les applis. Tout à fait. Attends, j'avais trouvé le nom de... Voilà. Et moi, je vais vous laisser avec ça. Et vous pouvez réfléchir d'ici la semaine prochaine. Vous avez des devoirs, vous qui écoutez ce podcast. Réfléchissez au nom de l'épisode 8 qui s'appelle The Abyss of Life. Les abysses de la vie. L'abysse de la vie. Ça fait réfléchir. Abysse, fond marin, bateau, bah ouais, naufrage. Ouais, on sait pas. Peut-être Atlantide. Peut-être. Imagine. Allez, à la semaine prochaine. Allez, ciao. Des bisous. Prenez soin de vous.